18 ans plus tard, lors de son divorce pour inconduite financière, l'avocat ressemblait exactement à son ex et la vérité a choqué tout le monde. Salut ma belle famille, que le Tout-Puissant vous couvre de sa lumière, qu'il remplisse vos journées de joie, vos nuits de paix et vos cœurs d'un amour qui guérit toutes les blessures, que chaque pas soit guidé, que chaque épreuve donne de la force et que chaque larme se transforme en joie. Amen. Si vous êtes ici, commentez présent. Si votre cœur ressent ce lien, commentez je suis avec Monsieur Peter. Chaque histoire que je partage n'est pas seulement des mots. C'est mon âme, ma foi et mon travail acharné sans sommeil, tout cela pour vous. Quand vous partez avant la fin, cela me blesse profondément, comme si ma dévotion était ignorée. Veuillez rester jusqu'à la dernière seconde. Chaque moment est pour vous. Et à ma nouvelle famille, si le doute arrive, demandez à ceux qui sont là depuis le début. Ils connaissent ma vérité, ma loyauté et l'amour que je mets dans chaque histoire. Votre amour maintient cette famille en vie. Ensemble, nous nous élevons plus fort, unis dans l'amour et la foi, à jamais bénis. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Chaque j'aime et chaque commentaire est un battement de cœur qui maintient cette famille en vie. Le son du premier cri d'un bébé aurait dû faire tomber Julian Hawthorne à genoux de gratitude. Mais au lieu de cela, il l'a envoyé marcher vers la sortie, ses chaussures italiennes en cuir claquant sur le sol de l'hôpital, comme un compte à rebours vers l'abandon. Monsieur Hawthorne, attendez. L'infirmière, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants qui avait vu trop d'anniversaires et trop de morts, le poursuivit dans le couloir stérile de l'hôpital St. Mary's. Votre femme a besoin de vous. Il y a eu des complications. Julian s'arrêta mais ne se retourna pas. Ses épaules, larges et imposantes dans son costume à 5 000 $, restèrent rigides comme du marbre. C'est un garçon. Le silence de l'infirmière s'étira entre eux comme un fil tordu. C'est une belle et saine petite fille, Monsieur Hawthorne. Elle a vos yeux. Ces 4 derniers mots entraînent Julian pendant les 22 années suivantes, bien qu'il ne le sache pas encore. Il tendit la main dans son portefeuille, en sortit une carte de crédit noir et la tendit à l'infirmière sans la regarder. Assurez-vous qu'ils aient la meilleure chambre. J'ai des affaires à régler. Monsieur, votre femme fait une hémorragie. Elle a besoin de... Elle a besoin de signer les papiers que mon avocat apportera demain. La voix de Julian était aussi froide que le vent de décembre qui secouait les fenêtres de l'hôpital. Dites-lui qu'elle a 48 heures pour quitter la maison. À l'intérieur de la chambre 307, Fizad Hawthorne gisait dans une mare de son propre sang et de ses larmes, son corps tremblant non pas de froid, mais des 18 heures de travail qui l'avaient presque tué. La petite fille dans ses bras était calme maintenant, ce qui était inhabituel pour un nouveau-né, ses grands yeux sombres semblant comprendre qu'elle était née dans un monde qui l'avait déjà rejetée. Farah dit, « Vous avez besoin d'une transfusion immédiatement, docteur, » dit Carter, sa voix urgente mais douce. Voilà. Il avait accouché des centaines de bébés, mais quelque chose dans cette semaine, le père absent, la mère mourante, le nourrisson alerte, faisait trembler ses mains alors qu'il préparait les formulaires de consentement. « Où est votre mari? Nous avons besoin de sa signature en tant que plus proche parent. » La sœur de Fissad, une Margaret, a alors fait éruption par la porte, sa blouse d'infirmière encore humide de neige. Elle avait conduit 90 000 à travers un blizzard après avoir reçu l'appel désespéré de sa sœur. « Je signerai tout ce dont vous avez besoin. Je suis sa famille maintenant. » Alors que l'équipe médicale se précipitait pour sauver la vie de Fissad, Hadza a tenu sa nièce pour la première fois. Le bébé n'a pas pleuré, n'a pas fait d'histoire. Elle a simplement regardé avec ses yeux incroyablement conscients, comme si elle calculait déjà le coût d'être née non désirée. « Comment vas-tu l'appeler? » Hadza a chuchoté à sa sœur, qui s'évanouissait et reprenait conscience. Zola a réussi à dire Fizar, sa voix à peine audible. Cela signifie productive en zoulou. Elle construira quelque chose à partir de ses cendres. À travers la ville, dans une suite penthouse donnant sur Central Park, Julian faisait sauter du champagne avec sa maîtresse enceinte, Morgana. Elle était tout ce que Fizad n'était pas. Blonde là où Fizad était brune. Calculatrice là où Fizad était sincère. Portant un bébé qu'elle jurait être un garçon. Là où Fizad avait échoué à livrer l'héritier que Julian exigeait. À notre fils, a ronronné Morgana,
levant sa flûte en cristal, au futur héritier Hawthorne. Julian a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Son esprit a vagabondé vers son propre père, le titan pharmaceutique qui avait bâti un empire sur le dos des désespérés et des malades. Les fils portent des héritages, lui avait dit son père. Les filles portent les noms d'autres hommes. Le lendemain matin, pendant que Fizad se battait pour sa vie aux soins intensifs, l'avocat de Julian, Bradley Stevenson, est arrivé avec une pile de documents assez épaisse pour construire un mur, ce qu'il ferait métaphoriquement. Madame Hawthorne, a commencé Bradley, mal à l'aise à la vue de la femme branchée à plusieurs machines. Monsieur Hawthorne a été plus que généreux. Vous recevrez 50 000 $ pour déménager et vous établir. Un jour, elle a arraché les papiers avant que sa sœur ne puisse même tenter de les attraper. En tant qu'infirmière, elle avait vu assez de tragédies, mais en tant que sœur, elle n'avait jamais ressenti une telle rage et un généreux. Il vaut des centaines de millions et il offre 50 000 $ à la femme qui vient de lui donner un enfant. Un enfant qu'il ne voulait pas, a dit Bradley calmement, regrettant immédiatement son honnêteté. Sors, a dit Daddy, sa voix basse et dangereuse. Sors avant que j'oublie mon serment d'Hippocrate. Mais Fizad, puisant sa force dans une profonde réserve de dignité, l'a arrêté. Je vais signer, a-t-elle chuchoté, mais je veux qu'une chose soit ajoutée à l'accord. Bradley s'est penché, désireux de terminer cette affaire de mauvais goût. Je veux qu'il soit écrit qu'il ne peut jamais demander la garde de Zola. Jamais. En aucune circonstance. C'est inhabituel. Monsieur Hawthorne n'a aucun intérêt à... Mettez-le par écrit, a insisté Fizad, son accent nigérian s'épaississant avec l'émotion. Un homme qui s'éloigne du premier cri de son enfant voudra un jour réclamer son premier succès. Je connais les hommes comme lui. Mettez-le par écrit. Bradley a hoché la tête et a fait l'ajout. Alors que Fizad signait son nom d'une main tremblante, le bébé Zola a commencé à pleurer pour la première fois depuis sa naissance. Un son si perçant, si plein de fureur infantile que tout le monde dans la pièce s'est arrêté. « Elle sait », a murmuré Aday. D'une manière ou d'une autre, elle sait. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 3 jours avant de la naissance de Zola, alors que Fizad était en début de travail, Julian avait déjà vidé ses comptes d'héritage. 10 millions de dollars laissés par son père, un diplomate nigérian qui était mort quelques semaines plus tôt. De l'argent qui était censé assurer l'avenir de sa fille en Amérique avait été transféré sur des comptes offshore aux îles Caïmans. Julian avait forgé sa signature sur des documents de procuration alors qu'elle était sous sédatif lors d'une fausse alerte de travail 2 semaines auparavant. Les 48 heures suivantes se sont écoulées dans un flou de douleur et d'indignité. Fizad, à peine capable de marcher, a été poussé hors de l'entrée arrière de l'hôpital pour éviter toute attention médiatique qui pourrait embarrasser le nom des Hawthorne. Days avait loué un petit appartement à Brooklyn, loin du manoir de Manhattan, où Fallad avait passé 3 ans à croire qu'elle construisait une vie avec un homme qu'il aimait. Alors qu'elle s'éloignait, Fizad a regardé en arrière l'hôpital où elle avait failli mourir en donnant de la vie, où son mari avait choisi l'absence plutôt que la présence, où sa fille avait été jugée sans valeur avant de tirer son premier souffle. « Nous survivrons à cela, a dit Edson, tendant la main pour serrer celle de sa sœur. « Nous ferons plus que survivre, a répondu Fizad, regardant Zola, qui s'était finalement endormi. Nous prospérerons, et un jour il comprendra ce qu'il a jeté. Le même soir, Morgana ayant emménagé dans le manoir Hawthorne, ses affaires remplissant les espaces où celles de Fizad avaient été, son rire résonnant dans des pièces qui contenaient encore le fantôme des larmes d'une autre femme. Elle avait déjà choisi le nom du bébé de Julian, Asher, qui signifie béni ou heureux. Mais alors qu'elle décorait la chambre de bébé en bleu et en argent, elle ne pouvait pas se débarrasser de l'image des images de vidéosurveillance qu'elle avait regardées plus tôt. Fizad étant poussé hors de l'hôpital, tenant un bébé qui ressemblait exactement à la mère de Julian sur les vieux portraits de famille. Morgana a touché son propre ventre gonflé et a senti le bébé donner un coup de pied. « Tu seras un garçon », a-t-elle chuchoté à son enfant à naître. « Tu dois être un garçon. » Parce que Morgana savait quelque chose que Julian ne savait pas. Le bébé qu'elle portait n'était pas le sien. Il appartenait à Dimitri, son professeur de yoga, un homme aux yeux aussi bleus que la Méditerranée et à la généalogie qui ne pourrait jamais produire un enfant avec les traits de Hawthorne.
Elle avait été prudente, si prudente. Mais parfois, le destin a une façon de planter des graines de destruction dans les fondations même de nos tromperies. 22 ans après cette nuit, ces graines fleuriraient en une confrontation qui détruirait Julian Hawthorne plus complètement que n'importe quel rival commercial ne le pourrait jamais. Mais ce soir, il dormait paisiblement dans son manoir, ignorant que de l'autre côté du pont à Brooklyn, une petite fille avec les yeux de sa mère et la tache de naissance de sa grand-mère se faisait chanter des berceuses nigérianes, des chansons de guerriers et de reines qui s'élevaient de rien pour remodeler le monde. La voix de Fissade, faible mais déterminée, traversait les murs minces de leur nouvel appartement. Omomé, mon enfant, tu es né de l'abandon, mais tu ne seras pas abandonné. Tu as été rejeté par le pouvoir, mais tu deviendras puissante. Dors maintenant, petite Zola. Demain, nous commençons à construire. Chapitre 2. L'enfant doué. Zola Hawthorne, 7 ans, ne jouait pas avec des poupées. Elle les contre-interrogeait dans des procès simulés qu'elle menait dans un coin de leur appartement de Brooklyn en utilisant les manuels de droit de sa mère comme preuve. Votre honneur, a-t-elle dit à un ours en peluche qu'elle avait positionné sur une pile de livres, sa petite voix portant l'autorité de quelqu'un de plusieurs décennies plus âgé. La défenderesse a clairement violé les termes de la garde lorsqu'elle a abandonné son enfant. Je présente la pièce A. Elle a brandi une photographie qu'elle avait trouvée cachée dans le tiroir de sa mère, une photo de mariage de Fizad dans une magnifique robe blanche, debout à côté d'un homme dont le visage avait été soigneusement découpé. Fizad, revenant de son 3e emploi de la journée, elle nettoyait des bureaux la nuit, travaillait comme caissière le jour et traiteur le week-end, s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, son corps endolori, mais son cœur s'accélérant soudainement. Zola, où as-tu trouvé ça? Processus de découverte, a répondu Zola d'un ton terre-à-terre, une phrase qu'elle avait apprise des émissions juridiques qu'elle regardait au lieu de dessins animés. Qui est l'homme sans visage, maman? C'était une question que Fizad redoutait depuis 7 ans. Elle est entrée dans la pièce, son uniforme de magasin à prix réduit bruissant d'épuisement, et s'est assise sur leur canapé d'occasion. Quelqu'un qui ne méritait pas de garder son visage dans nos mémoires. C'est mon père. La franchise de la question n'aurait pas dû surprendre Fissade. Zola avait toujours été anormalement perspicace. À 2 ans, elle avait appris à lire seule. À 4 ans, elle faisait des multiplications. À 6 ans, ses enseignants avaient recommandé qu'elle saute plusieurs classes, mais Fissade avait résisté, voulant que sa fille ait un semblant d'enfance normale. La biologie ne fait pas de quelqu'un un père. Père, Zola. La présence le fait. L'amour le fait. Le sacrifice le fait. Zola a étudié sa mère avec ses yeux intenses qui semblaient voir à travers la peau et les os jusqu'à la vérité en dessous. Il est parti parce que j'étais une fille, n'est-ce pas? Fizad a senti son souffle se couper. Comment as-tu pu... Les voisins parlent. Madame Chen a dit qu'elle l'avait vu dans les journaux il y a des années. L'héritier pharmaceutique Julian Hawthorne accueille un fils, mais les dates ne correspondent pas. Il nous a quittés en décembre et son fils est né en mars. La femme était déjà enceinte. Le poids des capacités de déduction de sa fille de 7 ans aurait été amusant si ce n'était pas si déchirant. Fizad a serré Zola dans ses bras, sentant la résistance rigide de l'enfant avant qu'elle ne se fonde finalement dans l'étreinte. Tu n'es pas moins que n'importe qui, Zola. Tu es extraordinaire. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas voulu? Parce que certains hommes ont tellement peur des femmes extraordinaires qu'ils fuient même quand elles ne sont que des bébés. Cette nuit-là, après que Fizad se soit endormie sur ses manuels de comptabilité, elle essayait d'obtenir une certification pour trouver un meilleur travail. Zola s'est glissée jusqu'à la fenêtre et a regardé le paysage urbain de Manhattan scintillant au loin. Quelque part dans ces tours de lumière, son père vivait avec sa vraie famille. Elle l'avait cherché à la bibliothèque en utilisant les ordinateurs quand la bibliothécaire ne regardait pas. Julian Hawthorne, valeur nette 500 millions de dollars. PDG de Hawthorne Pharmaceuticals, marié à Morgana Hawthorne, père d'Asher Hawthorne. Asher, son remplaçant, le garçon qui a eu le droit de porter le nom qui lui avait été refusé. Le lendemain à l'école, l'enseignante de Zola, Mademoiselle Patterson, a annoncé un visiteur spécial. Classe, nous avons le juge Theodore Brennan ici pour parler du système de justice. Le juge Brennan avait la soixantaine, les cheveux argentés et des yeux bienveillants qui avaient vu toutes les variations de la cruauté et de la compassion humaine depuis son bain.
Il était venu à l'école PS 58 dans le cadre d'un programme de sensibilisation communautaire, s'attendant à donner une simple conférence sur les lois et les tribunaux. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la petite fille au troisième rang qui levait la main après chaque déclaration qu'il faisait. Juge Brennan, n'est-il pas vrai que le délai de prescription peut être prolongé dans les cas de dissimulation délibérée? Il cligna des yeux, surpris. Oui, c'est exact. Comment avez-vous, et dans les cas de fraude financière, si le crime est en cours, chaque transaction ne constitue-t-elle pas une nouvelle violation, réinitialisant essentiellement le compteur? Les autres élèves de deuxième année gloussèrent, ne comprenant pas les mots, mais reconnaissant que Zola était à nouveau bizarre. Mais le juge Brennan se pencha en avant, intrigué. Comment vous appelez-vous, jeune fille? Zola Hawthorne, votre honneur. Hawthorne, le nom a déclenché quelque chose dans sa mémoire. Restez après la classe, mademoiselle Hawthorne. J'aimerais vous parler. Cet après-midi-là, le juge Brennan a regardé avec étonnement Zola expliquer sa compréhension des précédents juridiques qu'elle avait appris en lisant les vieux manuels de droit de sa mère, des livres que Fizad avait gardés de ses propres rêves abandonnés de devenir avocate avant que le mariage avec Julien ne fasse tout dérailler. Votre mère est avocate. Non, monsieur. Elle nettoie des bureaux, mais elle était censée en être une. Avant. Avant quoi? Le visage de Zola s'est fermé. Une compétence apprise trop jeune, avant que la vie ne se produise. Le juge Brennan a pris une décision qui allait tout changer. Voudriez-vous venir dans ma salle d'audience voir la vraie justice en action? Serais-je autorisé? En tant qu'invité spécial, et peut-être pourrions-nous continuer ces discussions. Vous avez un esprit remarquable, Zola. Il devrait être nourri. Cela a commencé un mentorat qui durerait des années. Chaque samedi, chaque samedi, pendant que les autres enfants jouaient dans les parcs, Zola s'asseyait dans la salle d'audience du juge Brennan, absorbant tout. Il a commencé à lui apporter des livres, de vrais livres de droit, pas ceux dépassés de sa mère. Il lui a enseigné les termes juridiques latins, a expliqué les nuances du droit constitutionnel, lui a montré comment la justice était censée fonctionner. Pourquoi m'aidez-vous? A demandé Zola un jour, alors qu'elle avait 10 ans, son vocabulaire et son raisonnement maintenant indiscernables de ceux d'un adulte. Parce que je reconnais quelque chose en vous, a répondu le juge Brennan, sa voix pensive. J'ai vu des milliers d'avocats dans ma carrière, mais j'ai rarement vu quelqu'un avec votre compréhension instinctive de la justice. Vous n'apprenez pas seulement la loi, vous la ressentez. Ma mère dit que je suis né en colère. La colère peut être un outil si elle est correctement dirigée. Dites-moi ce qui vous met en colère. Zola est restée silencieuse pendant un long moment, regardant une affaire de garde d'enfants se dérouler dans la salle d'audience en dessous. Un père se battait pour ses enfants. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il décrivait à quel point il les aimait. Les pères qui peuvent pleurer pour des enfants en public, mais ne peuvent pas rester pour eux en privé, a-t-elle finalement dit. Le juge Brennan l'a étudié attentivement. Il avait soupçonné qu'il y avait une histoire là, une blessure qui animait la féroce quête de connaissances juridiques de cet enfant. La loi ne peut pas guérir toutes les blessures, Zola, mais elle peut équilibrer les balances. Alors je veux être celle qui tient les balances. Au moment où Zola avait 12 ans, elle participait à des championnats de débat destinés aux lycéens. Elle ne se contentait pas de gagner. Elle démolissait ses adversaires avec une logique si précise et des arguments si à l'épreuve des balles que les juges devaient souvent se rappeler qu'ils notaient un enfant. C'est au championnat d'État que tout s'est accéléré. Le sujet était la responsabilité des entreprises dans la tarification pharmaceutique, un sujet qui faisait brûler le sang de Zola pour des raisons que les juges ne pouvaient pas se connaître. Son adversaire était un jeune homme privilégié de 18 ans d'une école préparatoire de Manhattan qui soutenait que les forces du marché devraient déterminer les prix des médicaments. La réfutation de Zola a été légendaire. Elle a cité des cas spécifiques de patients mourant parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre l'insuline, d'enfants souffrant parce que les médicaments contre le cancer étaient chers comme des voitures de luxe, de personnes âgées choisissant entre les médicaments et la nourriture. Mais c'est sa conclusion qui a fait taire la pièce. Lorsque nous permettons aux entreprises de faire passer le profit avant les gens, nous ne manquons pas seulement en tant que société, nous manquons en tant qu'êtres humains. Et quelque part, un PDG dort paisiblement dans son manoir pendant qu'une mère regarde son enfant souffrir, incapable de se permettre le médicament,
assis dans des entrepôts, majorés de 5000% pour aucune autre raison que l'avidité. Ce PDG a un nom. Cette mère a un nom. Cet enfant a un nom. La justice signifie s'assurer que ces noms comptent de manière égale. Elle a gagné, bien sûr, mais plus important encore, que un recruteur de Harvard dans le public a immédiatement signalé son dossier. À 15 ans, Zola Hawthorne a été acceptée à l'Université de Harvard avec une bourse complète. Le soir de son acceptation, Fizad a pleuré pendant des heures, non pas de tristesse, mais d'une joie si profonde qu'elle lui faisait physiquement mal. Sa fille, sa petite fille, qui avait été jugée sans valeur avant de pouvoir marcher, allait à Harvard. Nous devons célébrer, a dit Dadey, étant venue de Boston, où elle travaillait maintenant comme infirmière en chef. C'est extraordinaire. Mais Zola ne célébrait pas. Elle était à son ordinateur pour faire des recherches. Elle avait trouvé quelque chose dans la base de données des anciens de Harvard. Julian Hawthorne, promotion 1990. L'héritage de son père aiderait à ouvrir des portes à d'autres étudiants, mais pas à elle. Elle défoncerait ses portes elle-même. Maman, a-t-elle dit, se tournant vers Fizardi, savais-tu que Julian Hawthorne donne $1 million à Harvard chaque année? Le visage de Fizad est devenu pâle. Zola, tu ne peux pas, je ne vais pas le contacter. Je vais le dépasser. Et un jour, quand il réalisera qui je suis, il sera trop tard pour que son regret ait de l'importance. Alors que la mère et la fille s'étreignaient dans leur petit appartement de Brooklyn, aucune d'elles ne savait qu'à travers la ville, Julian Hawthorne lisait un article de journal sur la plus jeune femme noire jamais admise à Harvard. La photo était granuleuse, mais quelque chose dans les yeux de la fille le fit s'arrêter. Il secoua la tête et tourna la page, rejetant le moment de reconnaissance. Son fils Escher avait du mal dans sa coûteuse école préparatoire, plus intéressé par la poésie que par les marges bénéficiaires, plus doux qu'ambitieux. Julian a regardé le bulletin de son fils avec dégoût. Des B partout, pas de poste de direction, pas d'instinct de tueur. Tu es faible, a-t-il dit à Asher pendant le dîner. À ton âge, je planifiais déjà mon empire. Morgana, qui montrait maintenant les effets de 20 ans de consommation secrète d'alcool et de Botox désespéré, a ri nerveusement. Il est artistique, Julian. C'est précieux aussi. L'art ne construit pas d'héritage, les fils le font. Et je commence à me demander si j'ai même un vrai fils. L'ironie de ces mots ne deviendrait claire que des années plus tard. Mais cette nuit-là, il flottait dans l'air comme une prophétie. Tandis qu'à 20 000 de là, son véritable héritage étudiait pour ses examens d'entrée à Harvard, se préparant à devenir l'arme qui détruirait tout ce qu'il avait construit sur les fondations des larmes de sa mère. Chapitre 3. Le désespoir de la maîtresse. Morgana Hawthorne a découvert l'infidélité de son mari comme toutes les épouses oubliées le font, grâce à un relevé de carte de crédit qu'il avait été trop arrogant pour cacher. Des frais dans des boutiques de lingerie dans des tailles qu'elle n'avait pas portées depuis 15 ans. Dimitri, j'ai besoin de te voir, a-t-elle marmonné dans son téléphone. Son troisième verre de Chablis rendant sa langue lourde. Il était 14 heures un mardi et elle était déjà ivre, debout dans son dressing qui était plus grand que la plupart des appartements de Brooklyn, entourée de vêtements de créateurs qui ne pouvaient pas cacher le fait qu'elle avait 57 ans dans un mariage qui était mort depuis au moins 10 de ses 22 ans. Morgana, nous avions convenu. La voix de Dimitri, toujours accentuée après toutes ces années en Amérique, portait une lassitude qui correspondait à la sienne. Non pas que j'aie besoin d'une séance de yoga, d'une séance privée. C'était leur ancien code d'avant, quand ils prétendaient que les séances étaient sur la forme physique et non sur son besoin désespéré de se sentir désiré par quelqu'un, n'importe qui, même l'homme qui avait engendré son fils, lors d'un moment de faiblesse il y a 23 ans. Mais Dimitri était passé à autre chose. Marié maintenant, avec des enfants légitimes et une vie légitime. Je suis débordé, Morgana. Essaye le studio. Elle a raccroché et a jeté le téléphone dans son miroir de coiffeuse, regardant le verre et le métal éclater en éclats scintillants. Chaque éclat une réflexion de son existence brisée. Ce fut le moment où Asher est entré, de retour de l'Université de Columbie pour les vacances de printemps, son visage aimable instantanément assombri par l'inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? » Le rire qui montait dans sa gorge était sauvage et amer. Son fils, qui n'était pas celui de Julien par le sang, bien que le fou ne l'ait jamais réalisé, était de la seule vérité qu'elle chérissait.
Et même cela était un mensonge magistral. Ton père couche avec une enfant, a-t-elle craché, trop ivre pour se filtrer. 23 ans, plus jeune que toi. L'expression d'Ash n'a pas changé, ce qui, d'une manière ou d'une autre, a coupé plus profondément. Je le savais déjà. Tout le monde le sait. C'est partout sur ces blogs de potins infâmes. Morana s'est effondré sur son tabouret de velours, l'âge pesant lourdement sur ses épaules. Depuis combien de temps, celle-ci? Environ 6 mois. Mais il y en a eu d'autres. Trop. Maman, je dois quoi? Fuir. Avec quel argent? Tout est en son nom. Ce maudit contrat de mariage. J'étais enceinte, désespérée et pathétiquement naïve. Asher s'est baissé à côté d'elle. Ce garçon qui portait les traits méditerranéens saisissants de Dimitri, que Julian avait bêtement crédité à l'ascendance italienne inexistante de Morgana. Maman, il y a quelque chose d'important que je ne t'ai jamais dit. Ses yeux flous se sont plissés. Je sais pour Dimitri. Les mots ont tranché sa brume comme de l'eau glacée. Qu'est-ce que tu dis? Quand j'avais 16 ans, il y a eu une collecte de sang à l'école. J'ai appris que je suis du type A. Tu es du type A. Julien est du type A. C'est impossible que je sois son fils. J'ai porté cette connaissance pendant 6 années brutales. La pièce a tourné violemment. Pourquoi ne l'as-tu pas? Parce que je savais ce qu'il a fait à sa première famille. Oui, j'ai aussi découvert pour eux. Zola Hawthorne. Elle est à la faculté de droit de Yale maintenant. Le savais-tu? La fille qu'il a abandonnée est sur le point de devenir tout ce qu'il voulait que je sois. La brume d'ivresse de Morgana a commencé à s'aiguiser en acier. Comment sais-tu pour elle? J'ai engagé un détective privé quand j'ai retrouvé mon vrai père. J'avais besoin de comprendre qui était vraiment Julian. Sa première femme, Fissad, n'était pas une inconnue qu'il a jetée. Son père était un puissant diplomate nigérian avec de vastes droits miniers. Julian lui a volé 10 millions de dollars pendant qu'elle y accouchait. 10 millions. Morgana a soufflé. Leur empire, leur fortune pharmaceutique, tout avait été semé avec de l'argent de s'envoler. Maman, tu dois divorcer de lui maintenant et peut-être contacter Zola. Es-tu folle? Pourquoi m'aiderait-elle jamais? Je suis la femme qui, parce qu'elle le traque depuis des années, je suis son travail. Elle a écrit 3 articles dévastateurs sur la fraude d'entreprise, tous pointant vers sa société. Morgana s'est levée, faisant les 100 pas, l'esprit d'en course. 2 décennies en tant qu'épouse trophée, le remplaçant, le bijou terni. Mais elle avait un levier, des mots de poste, des documents, des preuves. Donne-moi son contact. Sois prudente, maman. Si Julien le découvre, Julien est dans son bureau en ce moment, en train de baiser sa secrétaire sur le bureau que j'ai choisi pour lui. Il ne le découvrira pas. Cette nuit-là, Morgana s'est assise devant son ordinateur portable, rédigeant et supprimant des courriels à Zola Hawthorne. Comment contacter la fille de la femme dont vous avez contribué à la ruine? Enfin, elle a opté pour la vérité brutale, mademoiselle Hawthorne. Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Je suis l'erreur que votre père a commise après avoir abandonné votre mère. Maintenant, il me jette. Je détiens des preuves de crimes financiers qui peuvent le détruire. J'ai besoin d'un avocat. Vous avez besoin de justice. Peut-être pouvons-nous nous entraider. Morgana Hawthorne. La réponse est venue dans l'heure. Madame Hawthorne, je suis une étudiante, pas une avocate, mais je suis stagiaire chez Brennan and Associates. Si vous êtes sérieuse au sujet du divorce, c'est le meilleur cabinet de New York. Demandez Gabriel Sterling et dites-lui que je vous ai référé. Il saura. Ne me contactez plus. Morgana a souri froidement, le premier vrai sourire depuis des années. Zola, utilisant son deuxième prénom pour cacher sa lignée. Un coup de maître. Le lendemain, elle a marché dans Brennan and Associates dans son tailleur Chanel pointu, son sac Hermès lourd de clés USB. Gabriel Sterling lui-même, élégant et aux yeux perçants, l'a salué. Madame Hawthorne, Zola a mentionné votre cas. Elle assistera à la recherche, bien qu'elle ne soit pas au tribunal. Elle est encore une étudiante. Elle est ici dans ce bureau. Elle fait un stage 3 jours par semaine. Esprit remarquable. Elle a déjà retracé les finances de votre mari sur 25 ans. Un frisson a parcouru l'épine dorsale de Morgana. La fille se préparait pour ce moment. J'ai besoin de la rencontrer. Ce ne serait pas conseillé.
Je sais des choses sur sa mère, des choses qu'elle mérite d'entendre. Arrangez-le. Gabriel l'a étudié longuement et durement, puis a tendu la main vers son téléphone. Zem, pourriez-vous venir à la salle de conférence 3? La porte s'est ouverte 2 minutes plus tard, et le souffle de Morgana s'est coupé. La jeune femme qui est entrée était magnifique. La beauté sombre de Fissade mélangée aux traits pointus de Julian, créant quelque chose de tout à fait plus puissant que l'un ou l'autre parent. Mais ce sont ses yeux qui étaient dévastateurs, froids, calculateurs, avec une intelligence qui semblait vous mettre à nu. Madame Hawthorne, a dit Zola, sa voix neutre. Vous lui ressemblez, a lâché Morgana, regrettant immédiatement. Je ressemble à ma mère, a corrigé Zola. Vous vouliez me dire quelque chose? Morgana a sorti un dossier de son sac. L'héritage de votre mère, Julian ne l'a pas seulement volé. Il a collecté des intérêts dessus pendant 22 ans. Ce sont les numéros de compte, les sociétés écrans, tout. Zola a pris le dossier, ses doigts stables malgré l'ampleur de ce qu'elle tenait. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que pendant 22 ans, j'ai vécu dans la maison de votre mère, j'ai dormi dans son lit, j'ai élevé mon fils dans la chambre de bébé qui était censée être pour vous. Et chaque jour, j'ai su que je vivais une vie construite sur les ruines d'une autre femme. Je me suis dit que c'était de l'amour, mais c'était juste de l'avidité rencontrant de l'avidité. Et maintenant qu'il vous jette, maintenant je veux qu'il perde tout. Comme votre mère l'a fait, comme vous l'avez fait. Zola l'a étudié pendant un long moment. Il va se battre salement. Laissez-le, mon fils Asher. Il n'est pas l'enfant biologique de Julian. Quand cela sortira au tribunal, il sera détruit, a conclu Zola. Son identité entière est construite sur le fait d'avoir un héritier mâle. Et il y a plus, a dit Morgana, sortant une autre clé. Hawthorne Pharmaceuticals a fixé les prix de l'insuline pendant des années. Le FBI a enquêté, mais ils ont besoin d'informations d'initiés. Cette clé a tout. Les yeux de Zola se sont légèrement agrandis. La première vraie émotion que Morgana avait vue d'elle. Cela pourrait signifier des accusations fédérales. C'est l'idée. Vous pourriez être impliqué. J'ai 57 ans, je meurs d'alcoolisme dans un mariage sans amour. La prison pourrait être une amélioration. Pour la première fois, Zola a souri, une chose pointue et dangereuse qui a transformé son visage. Madame Hawthorne, je pense que nous allons bien travailler ensemble. Alors que Morgana quittait le bâtiment, elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle venait d'allumer une mèche qui allait tout faire sauter, mais parfois la destruction était le seul chemin vers la liberté. De retour au bureau, Zola a étalé les documents que Morgana avait fournis. 22 ans de preuves méticuleusement recueillies par une femme bafouée des comptes bancaires aux îles Caïmans, des actes de propriété avec des signatures falsifiées, des documents fiscaux qui montraient une fraude systématique. Mon Dieu, a chuchoté Gabriel, regardant par-dessus son épaule. C'est suffisant pour le détruire complètement. Et finit Zola. La question est le timing. Morgana déposera une demande de divorce la semaine prochaine. Il arrivera confiant, pensant que son contrat de mariage le protège. Il ne saura pas que je suis impliqué avant qu'il n'entre dans cette salle d'audience. Vous ne pouvez pas comparaître comme avocate. Vous n'êtes pas encore inscrite au barreau. Je n'ai pas besoin de comparaître. J'ai juste besoin d'être là. Au moment où il me verra, il saura que son passé est venu le chercher. Cette nuit-là, Zola a appelé sa mère pour leur point hebdomadaire. Folicade, maintenant une comptable à succès avec son propre cabinet, construit à travers des années d'école du soir et de sacrifice, pouvait entendre quelque chose de différent dans la voix de sa fille. « Que ne me dis-tu pas, Zola? Maman, que ferais-tu si tu pouvais lui faire face? Si tu pouvais le faire répondre de tout? » Elle laisse rester silencieuse pendant un long moment. « Je voudrais qu'il voie ce qu'il a jeté, qu'il comprenne que son rejet ne nous a pas détruites. Il nous a forgés en quelque chose de plus fort que ce qu'il pourrait jamais être. Et si je pouvais faire en sorte que cela se produise? Zora, qu'est-ce que tu prévois? La justice, maman. 22 ans de retard, mais la justice néanmoins. À travers la ville, Julian Hawthorne était dans son bureau. Le mannequin de 23 ans était étendu sur son bureau quand son téléphone a vibré. Un SMS de Morgana. Je veux un divorce. Il a ri montrant le message à la fille. Ma femme pense qu'elle peut divorcer de moi. Elle a signé un contrat de mariage qui ne lui donne rien. Mais alors qu'il tendait la main vers son téléphone pour appeler son avocat, un sentiment étrange a rampé sur lui.
Un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Quelque part à l'arrière de son esprit, il a entendu un bébé pleurer, a vu une femme faire une hémorragie sur un lit d'hôpital, a senti le poids des papiers signés dans le sang et les larmes. Il a secoué ça. Le passé était mort. Il s'en était assuré il y a 22 ans. Il n'avait aucune idée que le passé était allé à la faculté de droit de Yale, et il venait le chercher avec une mallette pleine de preuves et un cœur plein d'une rage soigneusement cultivée. Chapitre 4. La trace écrite saigne. Zola Hawthorne n'avait pas dormi depuis 72 heures, et la bibliothèque de droit de Yale était devenue sa salle de guerre. Chaque surface couverte de 22 ans d'expertise financière qui racontait l'histoire d'un empire construit sur de l'argent de sang. Tu as besoin de te reposer, a dit Gabrielle Sterling, la trouvant à 3 heures du matin, entourée de boîtes de banquiers que Morgana avait livrées. Des dossiers que Julian avait été trop arrogant pour détruire, se croyant intouchable. Je me reposerai quand il sera menotté, a répondu Zola, ses doigts volant sur le clavier de son ordinateur portable, croisant des sociétés écrans avec des comptes offshore. Regarde ça, Gabriel. Chaque propriété qu'il possède, chaque brevet, chaque acquisition, tout remonte à décembre 2002. Le mois où tu es né, le mois où il a volé l'héritage de ma mère, 10 millions de dollars en droits miniers sur des terres rares des avoirs nigérians de son père. Mais voici ce que Morgana ne savait pas. Ces droits valent maintenant 500 millions. Gabriel a sifflé bas. Le boom technologique, les minéraux de terres rares pour les smartphones, les voitures électriques. Chaque iPhone, chaque Tesla, chaque pièce de technologie moderne nécessite ces minéraux. Mon grand-père connaissait leur valeur avant tout le monde. Il est mort 2 semaines avant de ma naissance, laissant tout à ma mère. Et pendant qu'elle faisait une hémorragie dans un lit d'hôpital, se battant pour sa vie, Julian forgeait sa signature sur des documents de transfert. Elle a affiché un document sur son écran, un formulaire de procuration daté du 15 décembre 2002. Regarde la signature maintenant. Regarde ça. La vraie signature de ma mère de ses documents d'université. Elle les a superposés sur l'écran. Pas du tout. Il n'a même pas essayé de la rendre convaincante. Il était si confiant qu'elle ne se battrait jamais. Le délai de prescription ne s'applique pas. Le sourire de Zola était assez tranchant pour couper du verre. La fraude financière a une règle de découverte. Le compteur ne commence pas tant que le crime n'est pas découvert. Mais plus important encore, il a collecté les bénéfices de ses droits miniers chaque mois pendant 22 ans. Chaque paiement est un nouveau crime. Le gouvernement nigérien a envoyé des chèques de redevance à une société écran appelée Lagos Holdings LLC. Devine qui est le seul propriétaire? Julian. Et devine ce qu'était Lagos. Gabriel a secoué la tête. Le lieu de naissance de ma mère. Il a nommé la société qu'il a utilisée pour la voler d'après la ville où elle est née. L'arrogance de cela. Elle a affiché un autre écran montrant un réseau complexe de transactions. Mais voici où ça devient beau. Morgana, dans ses errances imbibées de vin à travers le bureau de Julian, a trouvé quelque chose qu'il aurait certainement dû détruire. Le certificat de droit minier original, le document réel du gouvernement nigérian, avec le sceau de mon grand-père laissant tout à Foladad Adibio, nom de jeune fille. Cela prouve tout. Cela prouve qu'il était au courant de l'héritage, connaissait sa valeur et l'a délibérément volé. Mais attendez, il y a plus. L'épuisement de Zola cédait de la place à une énergie maniaque que Gabriel reconnaissait de ses jours de procureur, le pic de construire un dossier en béton. Le premier brevet majeur de Hawthorne Pharmaceuticals, celui qui a lancé l'entreprise dans le Fortune 500, a été déposé en janvier 2003. Les coûts de R&D, exactement 10 millions de dollars. Il a utilisé l'argent de ma mère pour développer un médicament contre le diabète, qu'il vend maintenant avec une majoration de 5000 % aux communautés mêmes d'où ma mère venait. L'enquête du FBI que Morgana a mentionnée est déjà en cours. Je leur ai fourni des informations à travers mon travail à la clinique de Yale pendant 2 ans. Ils ne connaissaient tout simplement pas la source du financement initial. Ça, ce n'est ça. Maintenant, ils le savent. Gabriel s'est assis, submergé par l'ampleur de ce que sa stagiaire avait découvert. Zola, c'est au-delà du tribunal de divorce. C'est le territoire du crime fédéral. C'est le but. Morgana pense qu'elle nous engage pour un divorce. Julian pense qu'il se bat contre un contrat de mariage. Mais ce dans quoi ils marchent en réalité,
C'est le démantèlement complet de tout ce qu'il a construit. Vous avez planifié cela pendant des années, depuis que j'avais 7 ans et que j'ai trouvé la photo de mariage de mes parents avec son visage découpé. Savais-tu qu'il a envoyé 50 000 à ce même plan lors du divorce, 500 000 pour une femme dont il venait de voler l'héritage, comme lancer des pièces à un mendiant après avoir cambriolé leur maison? Son téléphone a vibré. Un message d'Asher. Maman boit à nouveau. Papa est au courant du dépôt de la demande de divorce. Il a engagé Cromwell Associates. Zola a ri. Parfait. Thomas Cromwell. Je l'ai détruit en procès simulé l'année dernière. Il est toujours amer d'avoir perdu contre une étudiante. Ils ont des ressources illimitées, Zola. Nous devons être préparés à quoi? À ce qu'ils enquêtent sur moi. Laissez-les. J'ai été ZM professionnellement depuis que j'ai commencé mon stage. Ma mère a légalement changé notre nom de famille en son nom de jeune fille, Adabio, quand j'avais 10 ans. Le seul endroit où je suis encore Zola Hawthorne est sur mon certificat de naissance qui est scellé. Ils ne sauront pas qui je suis avant que je n'entre dans cette salle d'audience. Elle s'est retournée vers son ordinateur, affichant plus de fichiers. Mais juste au cas où ils essaieraient de jouer salement, j'ai une assurance. Chaque maîtresse que Julian a eue au cours de la dernière décennie, j'ai leurs coordonnées. Chaque pot de vin qu'il a payé à des fonctionnaires de la FDA, j'ai les reçus. Chaque fois qu'il a triché sur ses impôts, j'ai les formulaires. Comment as-tu? Le juge Brennan m'a appris que la justice ne consiste pas seulement à avoir raison. Il s'agit d'être préparé. Pendant 15 ans, il m'a appris à construire des dossiers, mais ma mère m'a appris autre chose. La patience. Les Igbos ont un dicton. Aussi longue que soit la nuit, l'aube se lèvera. Mon aube est la semaine prochaine. Gabriel s'est levé pour partir, puis s'est arrêté. Ta mère ne sait pas, n'est-ce pas, pour ton implication? Elle sait que je travaille sur un grand dossier. Elle ne sait pas que c'est celui-ci. Je veux la protéger de toute répercussion jusqu'à ce que ce soit fini. Et après, elle récupère tout ce qu'elle aurait dû avoir, l'argent, les maisons, la dignité, et Julian obtient une cellule de prison fédérale. Le lendemain matin, Zola se tenait dans l'appartement penthouse de Morgana, la même maison qui aurait dû être celle de sa mère, regardant des photos de famille sur la cheminée, des photos d'Asher à divers âges, le garçon qui a eu la vie qui aurait dû être la sienne. Elle ne ressentait aucune colère envers lui. Il était autant une victime qu'elle l'était. C'est étrange, n'est-ce pas? A dit Morgana, entrant avec du café. Tu aurais dû grandir ici. Non, a répondu Zola. J'ai grandi exactement où j'en avais besoin. Cet endroit m'aurait rendu douce. Brooklyn m'a rendu acéré. Morgana l'a étudié. Cette jeune femme qui se portait comme une reine malgré le fait d'avoir été élevée en exil. Il n'a aucune idée de ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Il sait que tu divorces de lui. Il sait que tu as un avocat. Ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque document que tu as fourni, chaque pièce à conviction a construit un dossier fédéral pendant 2 ans. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la descente du FBI est déjà prévue. Ils attendent juste l'audience de divorce pour établir publiquement la cause probable. Quand, mardi, 9 heures du matin, salle d'audience 7, le juge Patricia Williams préside. Williams, elle le déteste. Il a essayé de la corrompre une fois. Je sais, le sourire de Zola était froid. J'ai été sa greffière l'été dernier. Elle attend une chance de le voir brûler. Et elle sait qui tu es. Elle sait que je suis ZM, une stagiaire brillante avec un intérêt particulier pour la fraude financière. Elle ne sait pas que je suis sa fille. Cette révélation est réservée à Julian seul. Morgana s'est servi du vin bien qu'il soit 10 heures du matin. Qu'as-tu besoin de moi? Juste de te présenter, d'avoir l'air magnifique, d'avoir l'air lésé. Et quand Julian me verra, ne réagis pas, laisse-le assimiler ça seul. Et Asher, il témoignera par liaison vidéo. Il est en Californie pour la semaine, établissant commodément un alibi pour le moment où les descenses du FBI auront lieu. Il n'a pas besoin d'être lié à cela. Morgana a hoché la tête puis a posé la question qu'elle retenait. « Me détestes-tu? » Zora a réfléchi à cela. Vous aviez 23 ans, vous étiez enceinte et il était puissant. Vous avez saisi une opportunité. Je ne vous déteste pas d'avoir survécu. Je le déteste d'avoir créé une situation où les femmes devaient choisir entre la dignité et la survie. Votre mère est-elle heureuse? Elle a réussi.
Elle a bâti un cabinet de comptabilité qui aide spécifiquement les femmes à récupérer les actifs cachés lors des divorces. Elle a sauvé des centaines de femmes de ce qui lui est arrivé. Elle a l'air remarquable. Elle l'est. Et la semaine prochaine, elle va entrer dans cette salle d'audience et voir l'homme qui a détruit sa vie réaliser que sa destruction est venue de la fille qui l'a jetée. Alors que Zola quittait le penthouse, elle a croisé Julian dans le hall. Il ne l'a pas reconnu. Pourquoi le ferait-il? Elle n'était qu'une autre jeune femme noire dans un bâtiment rempli de personnel de service invisible. Mais elle l'a reconnu. Les mêmes yeux froids des photos, la même bouche cruelle, la même démarche arrogante. Excusez-moi, a-t-elle dit doucement, s'écartant. Il n'a même pas reconnu son existence entrant dans l'ascenseur sans un mot. Mardi, a-t-elle chuchoté à son dos qui s'éloignait. Mardi, mardi, tu me verras. Cette nuit-là, elle a appelé sa mère. Maman, j'ai besoin que tu viennes à New York mardi. Zola, qu'est-ce qui se passe? La justice, maman. 2 ans de justice. Viendras-tu? As-tu besoin de moi? J'ai toujours eu besoin de toi. Mais mardi, j'ai besoin que tu vois quelque chose. J'ai besoin que tu vois que chaque sacrifice que tu as fait, chaque larme que tu as pleuré, chaque nuit où tu as eu faim pour que je puisse manger, tout cela a signifié quelque chose. Zola, s'il te plaît, maman, viens juste. Salle d'audience 7, 9 heures du matin. Porte ta meilleure robe. Fissade est restée silencieuse pendant un moment. La bleue de ma fête de promotion. Parfait. Tu seras parfaite. Alors que Zola raccrochait, elle a regardé le mur de preuves qu'elle avait construit. 22 ans de crimes méticuleusement documentés. En moins d'une semaine, Julian Hawthorne entrerait dans une salle d'audience en pensant qu'il se battait pour son argent. Il se battrait en fait pour sa liberté et il avait déjà perdu. Chapitre 5. La foudre de la salle d'audience. Julian Hawthorne est entré dans la salle d'audience 7 à 8h55 du matin, vêtu d'un costume Armani à 10 000 $, flanqué de 5 avocats de Cromwell Associates. Leur taux horaire combiné suffisant pour nourrir un petit village pendant 1 an. Messieurs, a-t-il dit à son équipe juridique, sa voix portant l'arrogance décontractée d'un homme qui n'avait jamais rien perdu qui comptait. Cela devrait prendre 30 minutes. Morgana a signé un contrat de mariage. Elle obtient le paiement standard, 2 millions de dollars, pas un sou de plus. Thomas Cromwell, l'avocat principal, a acquiescé obséquieusement. Le contrat de mariage est à l'épreuve des balles, Monsieur Hawthorne. Le conseiller de votre femme, Gabrielle Sterling, est bon, mais il ne peut pas annuler un contrat aussi explicite. Les yeux de Julian ont balayé la salle d'audience, se posant sur Morgana, qui était assise à la table du plaignant portant le collier de diamants qu'il lui avait donné pour leur 10e anniversaire. Le même anniversaire qu'il avait passé au lit avec sa maîtresse. Elle avait l'air plus vieille, plus dure, comme du cuir coûteux laissé trop longtemps au soleil. Pathétique, a-t-il marmonné, puis il s'est figé. À la table du plaignant, partiellement cachée derrière Gabrielle Sterling, était assise une jeune femme la tête baissée, examinant des documents. Quelque chose dans la façon dont elle tenait son stylo, la posture de ses épaules. Tout le monde se lève pour l'honorable juge Patricia Williams et annoncer le bailli. Le juge Williams est entré, ses yeux trouvant immédiatement Julian avec un mépris à peine dissimulé. Il avait essayé de la corrompre une fois, il y a 8 ans, pour qu'elle néglige une violation de brevet. Elle l'avait signalé au barreau, mais rien n'avait collé. Des hommes comme Julian ne s'accrochaient jamais à rien sauf à l'argent. « Asseyez-vous », a dit le juge Williams. Il s'agit de l'affaire Hawthorne contre Hawthorne, une procédure de divorce avec des biens contestés. Monsieur Sterling, votre client est-il prêt à procéder? Gabrielle s'est levée. Nous le sommes, votre honneur. Cependant, nous aimerions noter pour le compte rendu que cette procédure de divorce ait révélé des irrégularités financières importantes qui s'étendent au-delà des biens matrimoniaux. Objection. Cromwell s'est levé d'un bond. C'est une audience de divorce, pas une enquête financière. Rejeté, a dit le juge Williams en douceur. La divulgation financière est fondamentale pour les procédures de divorce. Continuez, Monsieur Sterling. Merci, votre honneur. Nous aimerions appeler notre premier témoin, ou plutôt présenter notre expert conseil en expertise financière, Madame Z.M., veuillez vous lever. La jeune femme à la table du plaignant s'est levée lentement, délibérément, et s'est tournée pour faire face à la salle d'audience. Le sang de Julian est devenu de l'eau glacée. Le visage qui le regardait était le visage de sa mère, le visage de sa grand-mère, mais sculpté dans une beauté sombre qui ne pouvait venir que de Fizad.
Les yeux étaient ses yeux, froids et calculateurs, mais remplis de quelque chose qu'il n'avait jamais possédé. Une fureur juste. Morgana s'est penchée pour chuchoter assez fort pour qu'il entende. Rencontrez Zola Marie Hawthorne, bien que je crois qu'elle se fait appeler Adabio maintenant. Votre fille, celle que vous avez laissée saigner sur un sol d'hôpital. L'avocat de Julien a attrapé son bras alors qu'il commençait à se lever. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mais Julien ne pouvait pas parler. Sa gorge s'était fermée, sa poitrine serrée par une panique qu'il n'avait pas ressentie depuis le jour où son père avait découvert son premier détournement de fonds, à l'âge de 16 ans. Votre honneur, a continué Gabriel. Madame Zéhem a été consultée sur cette affaire en raison de son expertise en fraude financière et en particulier dans les sociétés pharmaceutiques. Elle a publié de nombreux articles sur le sujet à la faculté de droit de Yale. Yale, a chuchoté Julian, le mot raclant sa gorge. Objection. Cromwell s'est levé à nouveau, son visage rouge. C'est clairement un conflit d'intérêts. Si cette femme est ce que Madame Hawthorne prétend, je suis exactement ce qu'elle prétend. Zola a parlé pour la première fois, sa voix traversant la salle d'audience comme une lame. Je suis la fille que Julian Hawthorne a abandonnée il y a 22 ans. Je suis aussi la principale chercheuse qui a découvert des preuves que M. Hawthorne a bâti son empire pharmaceutique sur des fonds volés. Votre honneur, ce sont des tactiques d'embuscade. C'est une découverte, Monsieur Cromwell, a interrompu le juge Williams. Une découverte plutôt intéressante, n'est-ce pas, Madame Adabio? Vous ne servez pas d'avocat, c'est bien ça? Non, Votre honneur, je ne suis pas encore inscrite au barreau. Je présente simplement des preuves financières en tant que consultante. Monsieur Sterling reste le conseiller au dossier. Alors je ne vois aucun conflit. Continuez. Zola s'est tourné vers l'écran de projection, cliquant sur une télécommande. Un document est apparu, le certificat de droit minier original du gouvernement nigérian. Ce document, authentifié par l'ambassade du Nigeria, montre que mon grand-père, l'ambassadeur Adibio, a laissé des droits miniers d'une valeur de 10 millions de dollars à sa fille, Fizard Adabio Hawthorne, en novembre 2002. Ces droits sont maintenant évalués à 500 millions de dollars. Julian a retrouvé sa voix. C'est un mensonge, c'est ça? Zola a cliqué à nouveau. Une procuration falsifiée est apparue. C'est le document que vous avez utilisé pour vous transférer ces droits, Monsieur Hawthorne. Voudriez-vous expliquer comment ma mère a signé cela alors qu'elle était inconsciente d'une hémorragie, se battant pour sa vie après m'avoir donné naissance? La salle d'audience était silencieuse à l'exception du bruit des touches de la greffière. Votre honneur, a continué Zola, j'ai ici une déclaration sous serment de l'équipe médicale qui a traité ma mère ce jour-là. Le docteur James Carter, l'infirmière Patricia Wong et l'anesthésiologiste Dr. Sarah Mitchell, tous confirmant que Fizad Hawthorne était soit inconsciente, soit fortement sédatée le 15 décembre 2000 lorsque cette signature aurait eu lieu. C'est de l'histoire ancienne, a bégayé Cromwell. Le délai de prescription ne s'applique pas à la fraude continue, a interrompu Zola. Chaque mois pendant 22 ans, M. Hawthorne a collecté des chèques de redevance de ses droits miniers par l'intermédiaire d'une société écran appelée Lagos Holdings LLC. Chaque chèque est un nouvel acte de fraude. Elle a cliqué à nouveau. Des relevés bancaires ont rempli l'écran montrant des dépôts mensuels allant de 500 000 $ à 2 millions de dollars selon les prix du marché. Ces fonds, et continuait Zola, ont ensuite été utilisés pour développer le médicament phare de Hawthorne Pharmaceuticals contre le diabète, Insulex, que M. Hawthorne vend maintenant avec une majoration de 5 000 % aux communautés mêmes d'où ma mère venait. Julian s'est levé brusquement. Vous ne pouvez pas prouver tout ça, n'est-ce pas? Zola s'est tourné vers lui, et pendant un instant, le père et la fille se sont regardés à travers 22 ans d'absence. Monsieur Hawthorne, reconnaissez-vous cet email? Sur l'écran est apparu un email de Julian à son directeur financier daté de janvier 2003. Transférez immédiatement les fonds de Lagos à la R&D. Nous devons accélérer le médicament contre le diabète. Ces droits miniers nigérians sont une mine d'or, littéralement. Assurez-vous que Fizad ne le découvre jamais. Elle est trop stupide pour comprendre ce qu'elle a perdu de toute façon. Des halètements ont parcouru la salle d'audience. Votre honneur, Gabriel s'est levé. Nous demandons à présenter des preuves de fraude systématique, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent s'étendant sur 2 décennies. Votre honneur, nous avons besoin de temps pour examiner, a commencé Cromwell.
Vous avez eu 22 ans, a dit le juge Williams froidement. Motion accordée. C'est à ce moment que les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et que Fizard Adibio est entrée. Elle portait la robe bleue de sa fête de promotion, celle qu'elle avait achetée avec son propre argent, gagnée de son propre cabinet, construit à partir de rien d'autre que de la volonté et de la brillance. Sa tête était haute, sa colonne vertébrale droite, et ses yeux ont trouvé ceux de Julien immédiatement. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. D'une certaine manière, il l'avait vu. La femme qu'il avait jetée, qu'il avait supposé s'était glissée pour mourir dans l'obscurité, se tenait devant lui, rayonnant d'une dignité que son argent n'avait jamais pu acheter. Madame Adabio, a dit le juge Williams doucement, la reconnaissant d'après les dossiers de l'affaire. Veuillez vous asseoir. Ficard s'est assise dans la galerie directement derrière sa fille. Zola ne s'est pas retourné, mais ses épaules se sont redressées, puisant de la force dans la présence de sa mère. Votre jeuneur, a continué Zola, sa voix plus forte maintenant. J'aimerais présenter des preuves qui ne parlent pas seulement de fraude financière, mais d'un schéma de cruauté délibérée. Elle a cliqué sur la télécommande. Une facture d'hôpital est apparue. C'est la facture du traitement d'urgence de ma mère après l'accouchement. 10 000 $, M. Hawthorne, d'une valeur de plusieurs centaines de millions à l'époque, a payé exactement zéro. Ma tante, une infirmière qui gagnait 40 000 $ par an, a contracté un prêt pour le payer. Clic. C'est l'avis d'expulsion que ma mère a reçu 3 jours après avoir quitté l'hôpital. 48 heures pour quitter les lieux, est-il écrit, alors qu'elle pouvait à peine marcher. Clic. C'est l'accord de garde sur lequel M. Hawthorne a insisté pour renoncer de façon permanente à tous les droits parentaux sur moi. Il était si dégoûté d'avoir une fille qu'il m'a légalement renié avant que je puisse marcher. Clic. Et c'est une photo des pages de la société datée d'1 semaine après ma naissance. M. Hawthorne, lors d'un gala de charité portant un toast à sa nouvelle femme et annonçant la naissance imminente de son fils. Le visage de Julien était passé du rouge au blanc au gris. Ses avocats chuchotaient frénétiquement, fouillant dans des papiers, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi pour contrer l'assaut. Mais voici la pièce à conviction la plus intéressante, a dit Zola, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Monsieur Hawthorne, savez-vous quel est le groupe sanguin de votre fils Asher? La tête de Julien s'est relevée. Qu'est-ce que ça a à voir avec... C'est le type O, Monsieur Hawthorne. Vous êtes du type AB. Morgana est du type A. Il est génétiquement impossible que vous soyez le père d'Asher. La salle d'audience a éclaté. Morgana a couvert son visage. Que ce soit par honte ou pour cacher sa satisfaction, personne ne pouvait le dire. Julian s'est levé, sa chaise s'écrasant en arrière. Vous mentez, nous avons les résultats du test ADN. Gabriel a interrompu en douceur. Asher en a fait un volontairement. Il le sait depuis 6 ans. Le fils pour qui vous êtes resté, l'héritier que vous avez choisi au détriment de votre fille, n'est même pas le vôtre. Julian s'est tourné vers Morgana, son visage se tordant de rage. Toi, salope! Monsieur Hawthorne, le juge Williams a frappé son marteau. Vous allez vous maîtriser dans ma salle d'audience. Mais Julian était au-delà du contrôle. 22 ans d'identité soigneusement construite s'effritaient. Le fils qu'il avait préparé, l'héritier qu'il avait choisi au détriment de son propre sang, était l'enfant d'un autre homme. La fortune qu'il avait bâtie était fondée sur le vol. La fille qu'il avait jetée était devenue sa destructrice. Votre honneur, a dit Zola, sa voix coupant à travers le chaos. J'aimerais noter pour le compte-rendu que nous avons fourni toutes ces preuves au FBI. Ils sont particulièrement intéressés par le stratagème de fixation des prix de l'insuline que M. Hawthorne a mené au cours de la dernière décennie. Comme si de rien n'était, les portes de la salle d'audience se sont rouvertes. 2 agents du FBI sont entrés, leur badge visible. Julian Hawthorne a énoncé l'un d'eux. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, blanchiment d'argent et violation de la loi Sherman Antitrust. Alors qu'il le menottait, Julian a regardé Zola une dernière fois. Tu es exactement comme moi, a-t-il craché, froide, calculatrice, impitoyable. Zola a finalement souri. Un vrai sourire qui a transformé son visage en quelque chose de beau et de terrible. Non, Monsieur Hawthorne, je suis comme ma mère. La différence est qu'elle vous a survécu. Je suis en train de vous achever. Alors que le FBI emmenait Julian, la salle d'audience s'est lentement vidée jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 femmes.
Fizad, Zola et Morgana. Morgana s'est approchée lentement, avec prudence. « Je suis désolé, a-t-elle dit à Fizad, pour tout. » Fizad l'a étudié pendant un long moment. « Vous étiez jeune. Il était puissant. Je ne vous pardonne pas, mais je vous comprends. » Morgana a hoché la tête et est partie, ses talons de créateur claquant sur le sol de marbre, un son qui serait bientôt remplacé par des chaussures plus pratiques lorsque l'argent manquerait. La mère et la fille se tenaient face à face. « Tu as fait ça pour moi, a dit doucement Fizad. « J'ai fait ça pour nous, a corrigé Zola. Pour chaque nuit où tu as travaillé 3 emplois. Pour chaque anniversaire que tu as rendu magique avec des décorations de magasin à $1. Pour chaque fois où tu m'as dit que je valais tout quand il disait que je ne valais rien. » Elles se sont embrassées dans la salle d'audience vide, 2 femmes qui avaient été forgées dans le feu de l'abandon et en étaient sorties comme des guerrières. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » a demandé Fizad. « Maintenant, tu récupères ton héritage. Avec les intérêts et les pénalités, il vaut près d'1 milliard de dollars. Maintenant, Hawthorne Pharmaceuticals est démantelé pour violation des lois antitrust. Maintenant, l'insuline redevient abordable. Maintenant, Julienne va en prison fédérale. Et toi, je suis diplômé de Yale le mois prochain. Je passe l'examen du barreau et ensuite je m'assure qu'aucune femme ne vive ce que tu as vécu. » Alors qu'elles sortaient de la salle d'audience ensemble, bras dessus, bras dessous, le soleil du matin qui entrait par les fenêtres semblait éclairer leur chemin vers l'avant, un chemin qu'elles avaient sculpté à partir de l'injustice, pavé de persévérance et illuminé par la fureur parfaite et patiente de l'amour d'une fille. Chapitre 6. La trace écrite saigne. Le 2e jour des procédures a commencé avec Julien absent, sa caution fixée à 5 millions de dollars que ses actifs gelés ne pouvaient pas atteindre, le laissant mijoter en détention fédérale pendant que son empire faisait une hémorragie de preuves sur le sol de la salle d'audience. Thomas Cromwell se tenait devant le juge Williams, son calme habituel craqué comme un plaquage bon marché. « Votre honneur, étant donné les développements inattendus, nous demandons un ajournement. » « Refusé, déclara platement le juge Williams. Votre cliente a entamé cette procédure de divorce en répondant à la demande de Mme Hawthorne. Nous allons maintenant procéder à la divulgation financière. » Monsieur Sterling, Gabriel se leva, mais ce fut Zola qui domina la salle, disposant les documents avec la précision d'un chirurgien préparant ses instruments. Elle portait un simple tailleur noir qui avait coûté 40 $ dans un magasin de seconde main à Brooklyn, mais elle le portait comme une armure. « Votre honneur, commença Gabriel, nous souhaitons présenter des preuves de dissimulation d'actifs qui vont au-delà d'une simple fraude. Il s'agit d'une violence économique systématique. » Zola cliqua sur sa télécommande. L'écran s'illumina d'un réseau complexe de sociétés écrans, chacune reliée par de fines lignes rouges qui ressemblaient à des vaisseaux sanguins. Au cours des 22 dernières années, M. Hawthorne a créé 47 sociétés écrans dans 15 pays, chacune conçue pour cacher des actifs qui appartiennent de droit à Felicia Adabio. Elle cliqua à nouveau « Lagos Holdings LLC » qui vole les droits miniers nigérians. « Daughters Tears Inc. » Oui, il a réellement nommé l'une d'elles ainsi, qui détient les brevets développés avec des fonds volés. Et ma préférée, Worthless Girl Enterprises Incorporated, créée le jour de ma naissance. La salle d'audience s'agita de dégoût. Dans la galerie, Fizad restait parfaitement immobile, sa dignité étant un reproche à chaque humiliation. Mais c'est là que M. Hawthorne a été négligent, continua Zola. Il a utilisé le même avocat pour toutes les incorporations, Bradley Stevenson, qui a également été témoin des signatures falsifiées. « Objection !» cria Cromwell. « Le secret professionnel de l'avocat est nul dans les cas de conspiration criminelle en cours, » l'interrompit Zola. « Crawford contre l'État de New York 2019. M. Stevenson a déjà bénéficié de l'immunité en échange de son témoignage. » La porte s'ouvrit et Bradley Stevenson entra, ressemblant à un homme marchant vers sa propre exécution. Il avait mal vieilli en 22 ans, sa conscience finissant par le rattraper. « Monsieur Stevenson, » s'adressa Gabriel à lui après qu'il eut prêté serment, « reconnaissez-vous ce document? » Les mains de Bradley tremblèrent en prenant la procuration. « Oui. » « Est-ce que Farrad Hawthorne a signé cela? » « Non. » « Qui l'a signé? » La voix de Bradley n'était qu'un murmure. « Julian, il l'a signé lui-même. Il a dit qu'elle était trop sédatée pour comprendre ce qu'elle perdait de toute façon. Il a dit que les femmes noires ne savaient pas gérer l'argent.
La galerie explosa. Le juge Williams a dû frapper son maillet à plusieurs reprises pour rétablir le calme. Monsieur Stevenson, Zola prit la suite du questionnement, bien que techniquement elle n'aurait pas dû le faire, mais personne ne l'arrêta. Combien de documents avez-vous vu Monsieur Hawthorne falsifier? 17, peut-être plus. Il avait fait faire un tampon de sa signature. Zola sortit un tampon en caoutchouc d'épreuve. Ce tampon-ci? Oui, trouvé dans le coffre-fort de Monsieur Hawthorne, auquel Madame Morana Hawthorne a donné l'accès, expliqua Zola à la cour. Elle se tourna vers Bradley. Parlez-nous des polices d'assurance. Bradley devint encore plus pâle. Il a souscrit des polices d'assurance vie sur Fizad et le bébé. 1 million de dollars chacune. Il espérait qu'elles mourraient des complications. Quand elles ont survécu, il était furieux. Fizad émit un son, pas tout à fait un halètement, pas tout à fait un sanglot. La main de Zola se crispa autour de sa télécommande. Le seul signe de sa rage. Votre honneur, dit Gabriel. Nous aimerions présenter des preuves de tentative de meurtre pour fraude à l'assurance. C'est une affaire criminelle distincte, dit le juge Williams, bien que son dégoût fût évident, mais elle a été consignée au procès-verbal. Continuez avec les divulgations financières. Zola cliqua sur une nouvelle diapositive. Parlons de l'argent. Hawthorne Pharmaceuticals, fondée en janvier 2003, avec exactement 10 millions de dollars de capital de démarrage. En 2005, elle valait 50 millions de dollars. En 2010, 500 millions. La valorisation actuelle est de 2 milliards de dollars. Elle se tourna pour faire face à la salle d'audience. Chaque sou de cet empire a été construit avec l'argent volé à ma mère alors qu'elle saignait sur un lit d'hôpital. Mais ce n'est pas le pire. Nouvelle diapositive. Des photographies de personnes âgées, malades, désespérées. Ce sont les victimes du stratagème de fixation des prix de Hawthorne Pharmaceuticals. De l'insuline qui coûte 2 dollars à produire, vendue 800 dollars le flacon. C'est Margaret Chen, 67 ans, qui est décédée en rationnant son insuline parce qu'elle ne pouvait pas se la permettre. C'est Deshaun Williams, 12 ans, qui est tombé dans un coma diabétique parce que sa famille a dû choisir entre le loyer et les médicaments. Ceci est... Objection, se leva Cromwell. Pertinence. La richesse de M. Hawthorne est directement pertinente pour le règlement du divorce, dit le juge Williams. Continuez, Madame Adabio. C'est Maria Santos, continua Zola, sa voix stable malgré les larmes qu'elle retenait. 34 ans, mère de 3 enfants, qui est décédée le mois dernier parce qu'elle ne pouvait pas se permettre l'insuline. Elle était originaire de Lagos, au Nigeria, la même ville que M. Hawthorne a utilisée pour nommer son vol. Elle laissa cette information s'installer avant de continuer. Le FBI a relié 17 décès directement à la fixation des prix de Hawthorne. 17 personnes qui sont mortes pour qu'il puisse s'offrir un autre yacht, une autre maîtresse et une autre temple à son ego. Votre honneur, une nouvelle voix s'éleva de la galerie. Tout le monde se tourna pour voir Asher Hawthorne, ou plutôt Asher Demetriou, comme il avait légalement changé son nom, debout en uniforme militaire d'apparat complet. « J'aimerais témoigner, dit-il. Le juge Williams semblait surpris. « Monsieur Sterling, nous aimerions appeler Asher Demetriou à la barre, dit rapidement Gabriel. Asher prêta serment, ses traits méditerranéens si clairement différents de ceux de Goulian, ce qui était évident pour tout le monde maintenant. Il regarda Morgana avec tristesse, Zola avec respect et la chaise vide de l'accusé avec mépris. « Monsieur Demetriou, commença Gabriel, vous avez été élevé comme le fils de Julian Hawthorne. J'ai été élevé comme son projet, corrigea Asher. Dès que j'ai pu marcher, j'ai été préparé à être son héritier, sauf que je n'étais jamais assez bon, pas assez impitoyable, pas assez cruel. Il me faisait lire des livres de commerce au lieu de livres pour enfants. Il me faisait pratiquer des scénarios de rachat hostiles avec mes jouets. Quand avez-vous appris qu'il n'était pas votre père biologique? À 16 ans, lors d'une collecte de sang à l'école. Mais je pense que j'ai toujours su. Il ne me regardait jamais avec amour. Juste avec déception que je ne sois pas le tueur qu'il voulait que je sois. Parlez-nous des documents que vous avez trouvés. Asher sortit une clé USB. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai piraté son ordinateur personnel. J'ai tout trouvé. Le vol, la fraude, les affaires extra-conjugales, mais aussi ceci. Des courriels où il discutait de son plan de divorcer de ma mère,
une fois que j'aurais 21 et que j'aurais hérité de ma fiducie de mon grand-père. Il allait prendre ça aussi. Morgana allaita à la table de la plaignante. Il y a plus, continua Asher. Il a un fils biologique, avec sa secrétaire d'il y a 10 ans. Il l'a payé pour la faire taire, cachant l'enfant dans le New Jersey. Le nom du garçon est Julian Jr. Il a 10 ans. La salle d'audience explosa à nouveau. Même Zola semblait choquée. C'était une nouvelle pour elle. Donc il a eu son fils après tout, dit amèrement Asher. Un autre enfant qu'il a abandonné, juste mieux caché. Votre honneur, Zola se leva, se reprenant rapidement. Nous demandons à ce que Julian Jr. soit ajouté en tant que partie intéressée dans la distribution des actifs. Cet enfant mérite le soutien que son père ne lui fournira jamais depuis la prison. C'est une motion acceptée, acquiesça le juge Williams. Monsieur Demetrio, continua Gabriel, y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire à la cour? Asher regarda Zola directement. Juste que je suis désolé d'avoir vécu la vie qui aurait dû être la vôtre, d'avoir bénéficié de la douleur de votre mère. Je suis tellement désolé. Le masque professionnel de Zola glissa juste un instant, révélant quelque chose de brut en dessous. Vous étiez un enfant. Les enfants ne s'excusent pas pour les crimes de leurs parents. Mais je ne suis plus un enfant, répondit Asher. C'est pourquoi je donne l'intégralité de ma fiducie, 30 millions de dollars, à la fondation Fizad Adabio pour les mères célibataires. Fizad se leva brusquement, la main sur son cœur. Jeune homme, vous n'avez pas à le faire. Oui, je dois, dit fermement Asher. C'est le seul argent propre que j'ai. Tout le reste est entaché de vol. Alors qu'Asher quittait la barre, il s'arrêta au siège de Folicad et fit quelque chose d'inattendu. Il s'agenouilla, prenant ses mains dans les siennes. « Vous êtes la mère que j'aurais aimé avoir, murmura-t-il assez fort pour que la cour l'entende. Assez forte pour lui survivre, assez courageuse pour prospérer sans lui. Votre fille est extraordinaire parce que vous êtes extraordinaire. » Fizad le serra dans ses bras, ce garçon qui avait vécu la vie volée de sa fille, et lui murmura quelque chose en Egbo que seul Zola comprit. « Tu es pardonné, mon enfant. Va en paix. »« Votre honneur, dit Gabriel alors qu'Asher partait. Nous avons une dernière preuve à présenter. » Zola cliqua sur sa télécommande une dernière fois. Une vidéo apparut. Des images de sécurité d'un hôpital daté du 15 décembre 2002. C'est de l'hôpital St. Mary's. Le jour de ma naissance, expliqua Zola. Regardez l'heure! 15h47, sur les images granuleuses, un Julien plus jeune pouvait être vu sur le parking de l'hôpital au téléphone. L'audio n'était pas clair, mais ses gestes étaient animés, en colère. Maintenant, regardez ceci, dit Zola. Même heure, caméra différente. L'écran se sépara en deux. De l'autre côté, Fizad était transporté en chirurgie d'urgence, en hémorragie, le personnel médical travaillant frénétiquement pour lui sauver la vie. Au moment exact où ma mère était en train de mourir, dit Zola, sa voix se brisant finalement d'émotion. Julian Hawthorne était au téléphone avec son courtier, transférant son argent. Nous avons les relevés téléphoniques, nous avons les journaux de transactions. Pendant qu'elle saignait, il volait. Pendant qu'elle suppliait pour sa vie, il comptait ses profits. Elle se tourna vers le juge Williams, des larmes coulant enfin. Votre honneur, nous ne demandons pas seulement justice. Nous demandons la reconnaissance que ce qui s'est passé ici était un crime contre l'humanité. Qu'un homme qui pouvait regarder une femme mourir presque en donnant naissance à son enfant et ne penser qu'à l'argent n'est pas un homme du tout. C'est un monstre, et les monstres ne gardent pas leur trésor. Le juge Williams était visiblement ému. « Madame Adabio, avez-vous une déclaration finale? » Zola essuya ses larmes en se redressant. « Oui, votre honneur. Julian Hawthorne a bâti un empire de 2 milliards de dollars sur 10 millions de dollars d'argent volé. Selon le principe de l'enrichissement sans cause, chaque sou de cet empire appartient à ma mère. Mais nous ne demandons pas tout. Nous demandons que la moitié, 1 milliard de dollars, soit placée dans une fiducie pour les victimes de sa fixation des prix, les familles qu'il a détruites, les enfants comme moi qui ont été jugés inutiles avant de pouvoir prouver leur valeur. Et l'autre moitié, la prison ne prendra pas son argent, mais elle prendra son temps. L'autre moitié devrait aller à son fils biologique, Julian Jr., géré par une fiducie, jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour décider s'il veut l'argent de sang de son père. Chaque enfant mérite une chance, même le sien.
Le juge Williams hocha lentement de la tête. Je rendrai ma décision après avoir examiné toutes les preuves. La cour est ajournée. Alors que la salle d'audience se vidait, Zola se tourna enfin pour faire face à sa mère pleinement. Tu as tout regardé, dit doucement Fissade. La vidéo, tu m'as regardé mourir presque. Je t'ai regardé survivre, corrigea Zola. Je t'ai regardé te battre. Je t'ai regardé refuser de lâcher prise, même quand il avait déjà lâché prise. Ce n'est pas de la faiblesse, maman. C'est la force que j'ai héritée. La force qui nous a amenés ici. Elles se tenaient ensemble dans la salle d'audience qui se vidait. Mère et fille, survivantes et vengeresses, l'abandonnée et l'architecte de la justice. Ce n'est pas fini, dit Fissade. Non, acquiesça Zola, regardant les preuves toujours affichées à l'écran. 22 ans de crimes documentés avec une précision froide. Mais son rôle dans notre histoire est terminé. Tout le reste, nous l'écrivons nous-mêmes. Chapitre 7. La révélation du Fils. Asher Demetriou se tenait à la fenêtre de son appartement en Californie à 5 heures du matin, regardant le lever du soleil peindre l'océan Pacifique en or. Son téléphone pressé contre son oreille alors qu'il se préparait à faire exploser la bombe finale dans la vie de Julian Hawthorne. « Es-tu prêt » La voix de Zola était claire malgré la distance, le décalage horaire de 3 heures signifiant qu'elle avait été debout toute la nuit à se préparer. « Je suis prêt depuis 6 ans, » répondit Asher, sa main ferme malgré l'ampleur de ce qu'il était sur le point de faire. « Depuis le moment où j'ai découvert que toute ma vie n'était qu'un mensonge. À 3000 miles de là, dans une cellule de détention fédérale, Julian Hawthorne était assis sur un banc de métal, son costume à 10 000 $ remplacé par du coton orange, ses mains qui avaient signé des contrats de plusieurs millions de dollars maintenant menottés. Les gardes lui avaient accordé un appel téléphonique qu'il avait utilisé pour crier sur Cromwell à propos des appels. Il n'avait aucune idée que son fils, le garçon qu'il avait essayé de façonner à sa propre image, était sur le point de livrer un témoignage qui l'enterrerait plus profondément que n'importe quelle prison. La liaison vidéo a été connectée à 9 heures, heure de l'Est. Asher est apparu sur l'écran de la salle d'audience en uniforme militaire d'apparat complet. Ses médailles étincelantes, une étoile de bronze, un cœur pourpre, des honneurs gagnés en Afghanistan, en essayant de prouver qu'il valait quelque chose à un homme qui n'était même pas son père. Indiquez votre nom pour le procès-verbal. Gabriel Sterling dit Asher Demetriou, anciennement Asher Hawthorne, Premier Lieutenant, Armée des États-Unis, 82e Division aéroportée. Le juge Williams se pencha en avant. Lieutenant Demetriou, comprenez-vous que vous êtes sous serment? Oui, votre honneur. J'ai passé toute ma vie à vivre sous des mensonges. Je suis ici pour dire la vérité. Dans la galerie, Morgana tenait un mouchoir, son visage parfaitement maquillé montrant enfin des fissures. Elle avait supplié Asher de ne pas témoigner, mais il avait été ferme. « Tu as choisi ton chemin, maman. Laisse-moi choisir le mien. » « Lieutenant Demetriou, » commença Gabriel. « Parlez-nous de la collecte de sang. » La mâchoire d'Asher se serra. Le 15 octobre 2018, l'Académie Exit organisait une collecte de sang pour les victimes d'ouragan. J'avais 16 ans. Je voulais aider. Ils ont déterminé mon groupe sanguin. O négatif. Donneur universel, m'ont-ils dit. Rare et précieux. Il marqua une pause, ses yeux cherchant sa mère à travers l'écran. Ce soir-là, au dîner, Julian, je ne peux plus l'appeler père, se vantait de son groupe sanguin rare. AB positif, disait-il, le receveur universel. Je peux prendre de n'importe qui, disait-il, mais donner à presque personne. Parfait pour un PDG. Il riait, maman riait. Je n'ai pas compris pourquoi mon estomac s'était retourné avant d'aller en cours de biologie la semaine suivante. Qu'avez-vous appris? Qu'il était génétiquement impossible pour un père AB positif et une mère A positive d'avoir un enfant O négatif. J'ai confronté maman ce soir-là. À l'écran, le sanglot de Morgana était audible. Que vous a-t-elle dit? La vérité enfin, que mon père biologique était son professeur de yoga, Dimitri Castellanos. Qu'elle était enceinte quand elle a rencontré Julian, mais qu'il était tellement désespéré d'avoir un fils qu'elle l'a laissé croire que j'étais le sien. Qu'est-ce que cela vous a fait? La composition d'Asher se fissura légèrement. Soulagé. Que Dieu me pardonne. J'ai été soulagé. Cela expliquait pourquoi il ne m'a jamais aimé, pourquoi rien de ce que je faisais n'était jamais assez bon. Je n'étais pas brisé. Je n'étais juste pas le sien. Parlez-nous des documents que vous avez trouvés. Asher sortit une tablette partageant son écran avec la cour.
Après avoir appris la vérité, je suis devenu obsédé par la compréhension de qui Julian était vraiment. J'ai piraté son ordinateur personnel. Il utilisait sa date d'anniversaire comme mot de passeuse. Le narcissique, j'ai tout trouvé. Il cliquait sur des fichiers, des courriels à ses maîtresses, 12 d'entre elles en 22 ans, des dossiers financiers montrant le vol à Fisad. Mais ceci, c'est ce qui m'a fait réaliser qu'il n'est pas seulement cruel, il est mauvais. Un document apparu à l'écran. C'est un dossier médical d'un détective privé que Julian avait engagé pour faire suivre Fisad pendant 3 ans après le divorce. Il voulait savoir si elle avait du mal, si elle souffrait. Il y a des photos d'elle travaillant 3 emplois, des notes sur la banque alimentaire qu'elle visitait, une documentation de chaque humiliation. La salle d'audience était silencieuse. Il a un album de coupures, continua Asher, sa voix épaisse de dégoût. Des photos de Fisad travaillant comme femme de ménage. Des photos de la jeune Zola dans des vêtements de seconde main. Il les gardait dans le coffre-fort de son bureau. Il les regardait quand il était en colère. Il appelait ça son album de victoire. Fisad émit un son depuis la galerie. Pas tout à fait un allaitement, plus comme l'air qui lui était coupé des poumons. La main de Zola trouva celle de sa mère, la serrant fort. Il y a plus, dit Asher, le fils biologique dans le New Jersey, Julian Jr. Il lui rend visite une fois par mois, l'emmène voir des matchs de baseball, lui enseigne les affaires, toutes les choses qu'il n'a jamais faites avec moi. Mais voici la partie la plus malsaine. Il oblige le garçon à l'appeler Monsieur Hawthorne. Il ne le laisse pas utiliser le mot papa. Il veut un fils, mais ne peut même pas donner autant de lui-même. Lieutenant Demetrio l'interrompit le juge Williams. Avez-vous une documentation de cela? Tout, votre honneur. Des reçus de cartes de crédit, des photos, même des enregistrements. Julian s'est enregistré en donnant des leçons d'affaires aux garçons. Écoutez ceci. Un fichier audio a été lu. La voix de Julian, froide et instructive. N'oublie pas, Julian Jr., les gens sont des actifs ou des passifs. Ta mère est un passif que je dois gérer. Tu es un actif que je développe. Ne confonds jamais les deux. La voix du garçon, petite et incertaine. Et l'amour, Monsieur Hawthorne. L'amour est ce que les pauvres appellent la dépendance. Nous n'avons pas besoin d'amour. Nous avons besoin de levier. Quelqu'un dans la galerie murmura « Monstre ». Personne ne fut en désaccord. Parlez-nous du 15 décembre 2002. Gabriel demanda. Le visage d'Asher s'assombrit. Je suis né le 3 mars 2003, ce qui signifie que maman était enceinte de 6 mois quand Julian a quitté sa femme et sa fille nouveau-née. Il savait qu'elle était enceinte. Il a choisi la grossesse d'une maîtresse plutôt que son propre enfant. Comment savez-vous qu'il le savait? Parce que j'ai trouvé les photos d'échographie dans ses dossiers. Datées de novembre 2002. Mon échographie avec une note de sa main. Enfin, un fils. Il a quitté Fisad parce qu'elle lui avait donné une fille, mais la blague macabre est que le fils qu'il a choisi n'était même pas le sien. Lieutenant, y a-t-il autre chose que vous voulez que la cour sache? Asher regarda directement la caméra comme s'il pouvait voir à travers elle jusqu'à la cellule de détention fédérale où Julian était assis. Oui, Julian Hawthorne n'a pas seulement volé de l'argent. Il a volé des vies. Il a volé la jeunesse de ma mère, l'utilisant comme un trophée tout en n'aimant que lui-même. Il a volé l'avenir de Fisad, la condamnant à la pauvreté pendant qu'il vivait dans le luxe. Il a volé le droit de naissance de Zola, lui refusant un père parce qu'elle était née une fille. Il a volé mon identité, m'élevant comme un héritier d'un empire construit sur le sang. Il marqua une pause, son allure militaire évidente, dans sa colonne vertébrale droite, sa voix stable. Mais voici ce sur quoi il n'avait pas compté. Les survivants survivent. Fisad a survécu et a élevé une fille qui deviendrait sa vengeance. Maman a survécu même si elle s'est saoulée de vin pour y arriver. J'ai survécu en trouvant mon vrai père qui enseigne à la maternelle et m'appelle Mojo et m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux devenir. Et Zola, il la regarda à travers l'écran. Zola n'a pas seulement survécu. Elle est devenue tout ce que Julian voulait chez un enfant. Brillante, impitoyable quand il le faut, stratégique, puissante. L'univers a un sens de l'ironie en lui donnant l'héritière parfaite dans le corps de la fille qu'il a rejetée. Une dernière question, dit Gabriel. Voudriez-vous vous adresser à votre homme? Voudriez-vous vous adresser directement à Julian? Le rire d'Asher était amer. Non. Il a eu 22 ans de mes mots, de mes tentatives de lui plaire, de mon besoin désespéré de son approbation.
Il n'aura rien de plus de moi. Mais j'ai quelque chose pour Zola. Il tendit la main dans sa veste, sortant une petite boîte. Zola, c'était la bague de la grand-mère de Julian, celle qu'il était censé donner à sa première fille. Il l'a gardée dans son coffre-fort, disant que personne n'en était digne. Je l'ai prise la nuit où je suis parti pour l'entraînement de base. Elle t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Même à travers l'écran vidéo, la bague était stupéfiante. Une pièce art déco avec un rare diamant bleu entouré de pierres blanches plus petites. Elle vaut environ 2 millions de dollars, ajouta Asher. Mais sa vraie valeur est qu'elle représente 4 générations de femmes Hawthorne qui ont construit les fondations sur lesquelles Julian se tient. Sa grand-mère était une chimiste qui a développé les premiers brevets. Sa mère a fait grandir l'entreprise pendant que son père buvait. Des femmes ont construit l'empire qu'il revendique comme son propre triomphe masculin. Objection, dit Cromwell faiblement. Cette bague est une propriété matrimoniale. La bague est antérieure au mariage de 40 ans, dit Zola calmement. C'est une propriété de la famille, et je suis de la famille, que Julian le veuille ou non, le juge Williams hocha la tête. La bague sera transférée à Madame Adabio. Continuez, Lieutenant. J'ai fini, dit Asher. Sauf pour ça, je suis gay. Je l'ai toujours été. Julian s'en doutait, je pense, ce qui explique pourquoi il a tant insisté pour que je sorte avec des filles pour produire des héritiers. Mais j'ai fini de me cacher. Mon partenaire David est ici avec moi. Nous nous marions le mois prochain. Et si nous avons des enfants par adoption ou par maternité de substitution, ils ne connaîtront jamais le nom de Julian Hawthorne. L'écran s'assombrit un instant. Puis Asher réapparut avec un jeune homme à ses côtés, beau, au visage aimable, sa main sur l'épaule d'Asher en soutien silencieux. « C'est David, dit simplement Asher, la première personne qui m'a jamais aimé exactement pour qui je suis. »« Merci pour votre témoignage, Lieutenant, dit le juge Williams, sa voix douce, et félicitations pour vos fiançailles. » Alors que la liaison vidéo se terminait, la salle d'audience resta dans un silence stupéfait. L'étendue totale de la cruauté de Julian avait été mise à nu. Pas seulement les crimes financiers, mais le carnage émotionnel, la destruction délibérée de vie, la conservation de trophées de la douleur de ses victimes. « Votre honneur, » Gabriel se leva. L'accusation se repose. La défense a-t-elle une réponse? Cromwell se leva lentement, l'air vaincu. « Votre honneur, compte tenu du témoignage et des preuves présentées, M. Hawthorne m'a autorisé à proposer un règlement depuis sa cellule de prison. » La voix du juge Williams était glaciale. Comme c'est généreux. Que propose-t-il? Aveu complet de la fraude financière, transfert de tous les actifs à une fiducie pour distribution en échange de la clémence dans la condamnation pénale. Zola se leva brusquement. Non. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Pas d'accord, pas de clémence, pas de pitié. Il n'en a montré aucune. Il n'en aura aucune. Il purge la peine complète pour chaque crime. 25 ans à perpétuité pour la fraude. Du temps supplémentaire pour les décès causés par sa fixation des prix. Il meurt en prison ou il meurt en sachant que la prison l'attend. Madame Adabio, dit soigneusement le juge Williams, ce n'est pas entièrement votre décision. Votre honneur, je représente les victimes de Hawthorne Pharmaceuticals dans un recours collectif déposé ce matin. 17 familles qui ont perdu des êtres chers à cause de son avidité. Elles ont toutes signé la même déclaration. Pas d'accord. Elle a sorti une pile de papier, chacune une vie perdue, une famille détruite. La fille de Margaret Chan veut qu'il sache que les derniers mots de sa mère étaient une excuse à ses enfants pour ne pas avoir pu se permettre le médicament. Les parents de Deshaun Williams veulent qu'il sache que leur fils a demandé s'il était en train de mourir parce qu'ils étaient pauvres. Les enfants de Maria Santos veulent qu'ils sachent qu'ils ont demandé si maman était allée au paradis parce que papa ne pouvait pas gagner assez d'argent. Sa voix ne faiblit jamais, mais des larmes coulaient sur son visage. Donc non, Monsieur Cromwell, pas d'accord. Il assume ce qu'il a fait. Tout. Chaque mort, chaque larme, chaque moment de désespoir qu'il a causé pendant qu'il comptait l'argent construit sur le sang de ma mère. Le juge Williams hocha lentement la tête. Monsieur Cromwell, veuillez informer votre client que ce tribunal recommande la peine maximale pour toutes les accusations. De plus, tous les actifs de Hawthorne Pharmaceuticals et les avoirs personnels de Julian Hawthorne sont par la présente gelés en attendant la détermination finale de la distribution.
Votre honneur, la cour est ajournée jusqu'à demain pour le jugement final. Alors que la salle d'audience se vidait, Fissad s'approcha de la table du plaignant où Morgana était assise, détruite. Lève-toi, et nous sommes dit doucement Fissad. Morgana leva les yeux, le mascara striant ses joues. Quoi? Lève-toi. Tu es pathétique, mais tu n'es pas brisé. Je lui ai survécu. Tu peux aussi. Lève-toi. Morgana se leva lentement, d'un pas incertain. Tu as 57 ans. Fissad continua. J'en avais 25. Tu as de l'éducation. Je n'avais rien. Tu as des relations. J'avais une sœur et un bébé. Arrête de t'apitoyer et commence à reconstruire. C'est ce que font les femmes. Pourquoi m'aides-tu? Je ne t'aide pas. Je refuse de laisser Julien revendiquer une autre victime. Tu veux mourir dans ce penthouse en te noyant dans le vin et l'apitoiement sur toi-même. Bien. Mais tu le feras en sachant que tu as choisi de le laisser gagner. Ou tu peux choisir ce que j'ai choisi. Construire quelque chose à partir des cendres. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Ce professeur de yoga, Dimitri, il est venu à mon cabinet d'expertise comptable la semaine dernière. Il voulait savoir pour son fils. Il a surveillé de loin pendant 22 ans. Trop peur de Julien pour s'approcher. Peut-être commencer par là, avec la vérité. C'est plus que ce que Julien n'a jamais donné à l'un de nous. Alors que Fissad s'éloignait, Morgana se redressa, quelque chose changeant dans ses yeux. Une reconnaissance que peut-être la survie était possible, même après 22 ans de noyade lente. Devant le palais de justice, Zola se tenait sur les marches, regardant la bague qu'Asher avait envoyée par coursier. 4 générations de femmes Hawthorne, leur héritage enfin entre les mains de celle que Julien avait jugée inutile. « Elle est magnifique, dit Fissad, la rejoignant. « C'est une preuve, répondit Zola. La preuve que les femmes ont construit ce qu'ils revendiquaient. La preuve que nous avons toujours été la force qu'ils craignaient. » Elle glissa la bague à son doigt, le diamant bleu attrapant la lumière comme la justice cristallisée. « Demain, cela se termine, dit Fissad. « Non, maman. » Zola corrigea, regardant la bague qui la reliait à une grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, à un héritage volé mais pas détruit. Demain, nous commençons. Chapitre 8. L'ombre de la mère. Fissad Adabio n'avait pas mis les pieds dans un tribunal depuis son divorce il y a 22 ans. Mais elle entra dans la salle d'audience 7, comme si elle en était la propriétaire, portant la robe bleue qui était devenue son armure, sa tête enveloppée dans un gel que sa mère avait envoyé du Nigeria, bleu roi avec des fils d'or qui attrapaient la lumière du matin comme des joyaux de la couronne. Elle n'avait pas dit à Zola qu'elle venait. Au moment où sa fille la vit, quelque chose changea dans l'atmosphère de la pièce. Zola, qui arrangeait les documents avec une précision chirurgicale, se figea. Leurs yeux se rencontrèrent à travers 20 pieds de marbre et de mémoire. Et dans ce regard, il y avait chaque sacrifice, chaque lutte, chaque moment qui avait conduit à cette vengeance. « Maman », murmura Zola, le mot à peine audible, mais portant le poids de 22 ans. Le juge Williams, qui révisait ses notes, leva les yeux. « Madame, êtes-vous Folicade Adabio, anciennement Folicade Hawthorne? Je suis ici en tant que partie intéressée et témoin. Madame Adabio, vous n'étiez pas prévue pour témoigner. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je témoigne depuis 22 ans. Chaque emploi que j'ai occupé, chaque repas que j'ai sauté pour que ma fille puisse manger, chaque nuit où je suis resté éveillé à étudier pour des certifications pendant qu'elle dormait, tout cela était un témoignage. Aujourd'hui, je le rends juste officiel. Gabriel Sterling se leva rapidement. Votre honneur, nous aimerions appeler Fissad Adabio à la barre. Objection. Cromwell était debout. Ce sont des tactiques d'embuscade, Monsieur Cromwell. Le juge Williams l'interrompit. Votre client a tendu une embuscade à cette femme il y a 22 ans, lorsqu'il a volé son héritage pendant qu'elle était en hémorragie. Elle peut parler maintenant. Madame Adabio, veuillez prendre place à la barre. Alors que Fissad marchait vers la chaise du témoin, elle passa devant la table du défendeur où Julian était assis dans sa combinaison orange, enchaîné, son empire en ruine. Il la regarda vraiment pour la première fois en plus de 2 décennies. Elle avait vieilli, oui, mais magnifiquement. La jeune femme désespérée qu'il avait jetée était devenue quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Formidable. Son cabinet d'expertise comptable, construit à partir de rien,
gérait maintenant les finances de la moitié des refuges pour victimes de violences domestiques à New York. Sa fille, la fille inutile, était sur le point d'obtenir son diplôme de droit à Yale. La femme qu'il avait essayé de détruire était devenue tout ce qu'il n'avait jamais cru qu'une femme noire pouvait être. Réussie, puissante et complètement hors de sa portée. Madame Adabio, commença Gabriel, après qu'elle eut prêté serment. Pouvez-vous nous parler du 15 décembre 2000? La voix de Fizad était stable, portant un accent nigérian qu'elle avait cessé de cacher il y a des années. L'accent que Julien avait ridiculisé, le qualifiant de non commercialisable. J'étais en travail depuis 26 heures. L'éclampsie s'est installée. Ma tension artérielle a grimpé si haut que les médecins pensaient que je ferais un AVC. Je me souviens avoir supplié Julian, supplié mon mari d'être là. Les infirmières n'arrêtaient pas de dire qu'il arrivait. Elle marqua une pause, ses yeux cherchant Julian. Il n'est jamais venu. Pas quand j'étais en train de mourir. Pas quand notre fille est née. Pas quand j'ai eu une hémorragie si grave qu'ils ont dû me donner 4 transfusions. Il était sur le parking au téléphone avec son avocat en train de voler mon héritage. Comment avez-vous découvert le vol? Pas avant 3 ans. J'étais trop occupé à survivre. 3 emplois, nettoyage de bureau la nuit, caissière dans un magasin d'alimentation le jour, traiteur le week-end. Je pensais que l'héritage était bloqué par des formalités administratives internationales. Juliane m'avait dit que la bureaucratie nigérienne le retarderait pendant des années. Elle rit amèrement. Je l'ai cru parce que je l'aimais. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous n'imaginez pas qu'il est capable de vous regarder mourir presque et de ne penser qu'à l'argent. Quand avez-vous appris la vérité? Quand Zola avait 3 ans, elle était malade. Pneumonie, pas d'assurance. L'hôpital demandait 5 000 $ d'avance pour le traitement. J'ai appelé l'ambassade du Nigeria, désespéré, pour me renseigner sur la succession de mon père. Ils m'ont dit qu'elle avait été transférée il y a des années, le jour de mon accouchement. Qu'avez-vous fait? J'ai confronté Julian. Je suis allé à son bureau chez Hawthorne Pharmaceuticals. La sécurité m'a jeté dehors, mais pas avant que je la voie. Morgana, enceinte de 6 mois, portant des bijoux d'une valeur supérieure à ce que je gagnerais en 10 ans, assise à la place qui aurait dû être la mienne. Dans la galerie, Morgana se déplaça inconfortablement. Il a demandé à son avocat de me menacer, continua Fizad. Il a dit que si je poursuivais l'affaire, il utiliserait ses relations pour me faire expulser même si j'étais citoyenne. Il a dit qu'il s'assurerait que je ne travaillerais plus jamais dans un endroit décent. Il a dit qu'il prendrait Zola juste pour prouver qu'il le pouvait, puis la donnerait à l'assistance publique. Donc, vous êtes restée silencieuse. Je suis resté stratégique. Je savais qu'un jour l'occasion se présenterait. Alors, je me suis préparé, j'ai obtenu mon diplôme de comptabilité en cours du soir. J'ai commencé à garder des registres de tout, de chaque menace, de chaque humiliation, de chaque document que je pouvais trouver, et j'ai élevé ma fille pour qu'elle devienne tout ce que Julien craignait, brillante, impitoyable quand il le faut, et absolument incassable. Parlez-nous de l'éducation de Zola. Pour la première fois, la voix de Fizad s'adoucit. Elle a été extraordinaire dès le début, marchant à 8 mois, lisant à 2 ans, mais c'est son sens de la justice qui m'a stupéfié. À 4 ans, elle a donné son déjeuner à un sans-abri, puis m'a donné une leçon sur les inégalités de revenus. À 6 ans, elle a organisé ses camarades de classe pour protester lorsque l'école a essayé d'éliminer les programmes de repas gratuits. Elle regarda Zola avec une pure fierté. Je ne lui ai jamais dit de haïr son père. Je n'ai pas eu à le faire. Elle a compris seule que tout homme qui pouvait abandonner son enfant parce qu'elle était une fille ne valait pas la peine d'être haï. Il valait la peine d'être vaincu. Madame Adabio, la défense de Julian a suggéré que vous avez empoisonné votre fille contre lui. Le rire de Fizad était aiguisé. Empoisonné? Je l'ai armé. Je lui ai donné de l'éducation, de la dignité et la certitude absolue qu'elle valait tout ce qu'il disait qu'elle ne valait pas. Si c'est du poison pour lui, c'est seulement parce que toute sa vie est construite sur l'assujettissement des femmes qu'il juge inférieures. Parlez-nous des polices d'assurance. Le visage de Fizad s'assombrit. J'ai découvert cela quand Zola avait 7 ans. 1 million de dollars sur chacune de nous, souscrit le jour de mon accouchement. Il pariait sur notre mort.
Quand nous avons survécu, il était assez furieux pour documenter sa déception dans des courriels à son avocat. Elle sortit un courriel imprimé lisant « et sa progéniture ont survécu. Tant pis pour l'argent facile. Maintenant, je dois faire ça de la manière difficile. » La salle d'audience s'agita de dégoût. Votre honneur, dit Fissad, regardant directement le juge Williams. Je dois dire quelque chose sur ce que cet homme m'a pris. Pas seulement de l'argent, de l'opportunité. Mon père était l'ambassadeur à Dabio. Il avait des relations dans toute l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. J'étais censé fréquenter Harvard Law. J'avais été accepté avant de rencontrer Julian. Elle se tourna pour lui faire face pleinement. Tu n'as pas seulement volé mon argent, Julian. Tu as volé mon avenir. Tu as volé la carrière de droit dont je rêvais depuis mes 10 ans. Tu as volé le travail sur les droits de l'homme internationaux que j'avais prévu. Tu m'as transformé d'une future avocate en une femme de ménage. Et tu as aimé ça. Je sais que tu as aimé ça parce que tu m'as fait suivre, photographier, documenter comme une sorte de trophée. Comment savez-vous pour les photographies? Votre fils Asher me les a envoyées. Chacune d'elles. Toi dans ton manoir, regardant des photos de moi en train de frotter des toilettes. Ça te faisait te sentir puissant? Ça te faisait te sentir comme un homme? L'avocat de Julian lui murmura à l'oreille d'urgence. Mais Julian le repoussa, son visage se tordant de rage. Tu n'étais rien. Julian explosa soudainement, se levant malgré ses chaînes. Une personne africaine sans importance, avec des délires de grandeur. Je t'ai rendu pertinente en t'épousant. Monsieur Hawthorne, le juge Williams frappa son maillet. Vous allez vous contrôler ou être tenu pour outrage au tribunal. Mais Fissad sourit, un sourire magnifique et terrible. Voilà la vérité. Tu ne m'as jamais vu comme un être humain, juste comme une chose à posséder, à jeter quand je produisais la mauvaise configuration génitale pour notre enfant. Mais voici ce que tu n'as jamais compris, Julian. Les femmes nigérianes sont élevées pour être des guerrières. Nous sourions, nous nous adaptons, nous survivons, mais nous n'oublions jamais et nous ne pardonnons jamais. Elle se tenait dans le box des témoins, sa présence remplissant la pièce. Tu as pensé que tu m'avais brisé, mais tu m'as juste appris à reconstruire à partir des cendres. Tu as pensé que tu avais détruit l'avenir de ma fille, mais tu lui as juste donné la fin de dévorer le tien. Tu as pensé que tu avais gagné, Julian. Mais tout ce que tu as fait, c'est planter les graines de ta propre destruction dans les larmes des femmes que tu as trahies. Madame Adabio, dit doucement Gabriel, y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Fissad tendit la main dans son sac, sortant un cahier usé. C'est mon journal de ces années-là. Chaque nuit, peu importe à quel point j'étais épuisé, j'écrivais à Zola des lettres pour quand elle serait plus âgée, pour quand elle demanderait pourquoi son père est parti. Voudriez-vous en entendre une? Le juge Williams hocha la tête. S'il vous plaît. Fissad ouvrit à une page marquée, sa voix stable mais émotive. 15 décembre 2005, le 3e anniversaire de Zola. Ma chère fille, aujourd'hui tu as demandé pourquoi les autres enfants ont des papas et toi non. Je t'ai dit que certaines personnes ne sont pas capables d'amour, seulement de possession. Ton père voulait posséder un fils, pas aimer une fille. Mais voici ce que je veux que tu saches. Son absence n'est pas ta perte, c'est la sienne. Chaque jour où il ne voit pas ton sourire brillant, chaque étape qu'il manque, chaque moment de ton existence extraordinaire qu'il ignore, c'est sa pauvreté, pas la tienne. Tu n'es pas sans père, tu es libre de père, libre de devenir tout sans le poids de ses limitations, libre de t'envoler sans sa gravité te tirant vers le bas. Joyeux anniversaire, ma princesse guerrière. Le monde ne le sait pas encore, mais tu vas tout changer. Les larmes coulaient librement dans la galerie. Même le juge Williams essuya ses yeux. Une chose de plus, dit Fissad, sa voix plus forte maintenant. Julian, tu devrais savoir que ton empire pharmaceutique, celui construit sur l'argent de mon père, fait l'objet d'une enquête du gouvernement nigérian pour avoir illégalement exporté des minéraux qui n'étaient jamais les tiens à vendre. Ils demandent l'extradition, même si tu survis à la prison américaine. La prison nigériane t'attend, et ils ont une vision très différente des hommes qui volent des filles d'ambassadeurs. Le visage de Julien devint blanc. Ses avocats se regroupèrent, chuchotant frénétiquement. De plus, continua Fissad, chaque femme avec qui tu as été a été contactée. Les maîtresses, les secrétaires, les escortes,
Elles font toutes partie d'un recours collectif pour coercition sexuelle et abus financiers. Il s'avère que tu as un modèle de ciblage des femmes vulnérables, leur promettant de la sécurité, puis les jetant quand elles vieillissent au-delà de ta préférence. 23 femmes, Julian. 23 oui me prêtent à témoigner. Votre honneur, Cromwell se leva désespérément. Ce sont des oui-dire. Ce sont des faits. Zola se leva, tenant un dossier épais, déposé ce matin devant un tribunal fédéral. Hawthorne contre 23. Nom d'emprunt. Elles sont représentées par Gloria Allred. Elle vous salue. Au fait, la porte de la salle d'audience s'ouvrit et un assistant donna une note à Gabriel. Il la lut, ses yeux s'écarquillant. Votre honneur, je viens d'être informé que le FBI a découvert des crimes supplémentaires. Monsieur Hawthorne a géré un système illégal de prélèvement d'organes à travers sa société pharmaceutique ciblant les immigrants africains. La connexion nigérienne ne concernait pas seulement les minéraux. Il s'agissait de reins. La salle d'audience explosa. Julian s'élança en avant, retenu par les gardes. Des mensonges, cria-t-il. Tout ça, ce sont des mensonges. En fait, dit une nouvelle voix de la galerie, c'est tout vrai. Tout le monde se tourna. Bradley Stevenson était de nouveau debout, son visage gris de honte. J'ai aidé à le mettre en place. Le système d'organes que nous ciblions. Des gens qui ne manqueraient à personne, qui ne seraient pas crus. Des gens comme il regarda Fizad. Des gens comme vous étiez censés l'être, Madame Adabio. Pauvres, noirs, étrangères. Julian les appelait des pièces de rechange pour les vrais gens. Je ne peux plus vivre avec ça. Je vais devenir témoin de l'État. Le juge Williams en avait assez entendu. Monsieur Hawthorne, vous êtes renvoyé en détention fédérale sans caution en attendant des accusations supplémentaires. Cette procédure de divorce s'est conclue avec un jugement sommaire pour la plaignante. Tous les actifs sont par la présente transférés à une fiducie pour la restitution aux victimes. Alors que les gardes l'entraînaient, Julian cria à Folicade, « Tu as planifié ça. Toi et cette fille, vous avez planifié ça pendant des années. » Folicade se tenait droite, majestueuse, intouchable. « Non, Julian, je n'ai rien planifié. J'ai juste élevé une fille qui a refusé de laisser l'injustice perdurer. J'ai élevé une fille qui a pris la rage que tu lui as donnée et l'a transformée en une épée. J'ai élevé une fille qui est devenue tout ce que tu craignais. Une femme noire avec du pouvoir, de l'intelligence et absolument aucune pitié pour les hommes qui confondent la cruauté avec la force. » Alors que Julian était traîné dehors, criant toujours, Fizad se tourna vers Zola. « Je suis fier de toi, ma fille, pas pour l'avoir détruit. C'était inévitable, mais pour être devenu toi-même malgré lui, pour avoir transformé la douleur en pouvoir, l'abandon en accomplissement. » La mère et la fille s'embrassèrent au milieu de la salle d'audience, deux femmes qui avaient traversé l'enfer et en étaient ressorties comme des reines. « Votre honneur, dit Fizad, se retournant vers le juge Williams. « J'ai une demande. »« Oui, Madame Adabio, le nom Hawthorne. Je veux qu'il soit légalement retiré de tout. La société, les bâtiments, les brevets, tout ce qui a été construit avec l'argent de mon père devrait porter son nom à la place. La Fondation Adabio, les centres médicaux Adabio, que les enfants africains bénéficient de ce qui a été volé à l'Afrique. » Le juge Williams sourit. « Je ferai en sorte que cela soit fait. » Alors qu'elles quittaient la salle d'audience, Fizad et Zola marchèrent bras dessus, bras dessous, la tête haute, le dos droit. Derrière elle, l'Empire Hawthorne s'effondrait, sa fondation de vol et de cruauté finalement exposée. « Et maintenant, maman ?» demanda Zola. « Maintenant, nous construisons quelque chose de mieux, quelque chose de propre, quelque chose à nous. » Où elles entrèrent dans la lumière du soleil, enfin libres de l'ombre de l'homme qui avait essayé de les détruire, ne sachant pas qu'il les forgeait seulement en quelque chose d'incassable. Chapitre 9. La chute de l'Empire. La descente du FBI a commencé à 4h47 du matin sur 17 sites. Zola se tenait dans la salle de guerre de Brennan & Associates, son diplôme de droit de Yale toujours dans son sac. Elle était allée directement de la remise des diplômes à l'orchestration de la destruction de Julian. L'équipe Alpha a pénétré les serveurs principaux. L'agent spécial du FBI, Patricia Chen, a rapporté le téléchargement de 23 ans de dossiers. L'équipe Beta a trouvé la documentation sur le prélèvement d'organes. Une autre voix a grésillé. Des photos, des dossiers médicaux. Ils ciblaient les immigrants sans papiers du Nigeria, leur promettant des soins médicaux gratuits. La poigne de Zola se resserra sur sa tasse de café.
Même maintenant, le mal de Julian la surprenait. Nous avons trouvé la suite chirurgicale secrète. L'agent Chen a continué. Votre information était parfaite, mademoiselle Adabio. Gabriel Sterling siffla. Ferme d'organes à Manhattan. À l'écran, Morgana a été escortée menottée avec des accusations minimales pour assurer sa coopération. Un autre flux montrait la descente dans la maison du New Jersey où ils avaient trouvé Julian Jr., traumatisé mais en sécurité. Les autorités nigérianes ont révoqué le visa de Julian, a annoncé l'agent Chen. Toutes les voies d'évasion sont coupées. Thomas Cromwell a fait irruption, le visage rougi. C'est illégal, vous avez tout orchestré. J'ai utilisé le système légalement, a répondu calmement Zola. Le même système que votre client a abusé. Vous n'êtes même pas encore avocate, mais je le serai la semaine prochaine. Je n'ai pas besoin d'un diplôme de droit pour signaler des crimes au FBI. C'est de la vengeance. C'est de la justice. Votre client a tué 17 personnes par fixation des prix, a géré le prélèvement d'organes, a détruit d'innombrables vies. Ils ont trouvé la liste des pots de vin. L'agent Chen a annoncé avec enthousiasme. Chaque politicien, fonctionnaire de la FBI, juge que Julian a soudoyé. Tout est documenté. Son téléphone a sonné. La voix de Julian a rugi de rage. Tu as tout détruit. Tu t'es détruite toi-même. J'ai tenu un miroir. Je suis ton père. Tu es un donneur de sperme. Follicada de Bio est mes deux parents. Quand je sortirai, tu ne sortiras pas. Le prélèvement d'organes est de 25 ans à perpétuité. Nous avons trouvé tout votre argent caché. Chaque compte, chaque portefeuille de crypto-monnaie, tout est en cours de liquidation pour la restitution aux victimes. Un autre appel. Zola, regardes-tu les infos? Demanda Fizad. Chaque chaîne a couvert les descentes. Un géant pharmaceutique tombe sur CNN. Horreur de prélèvement d'organes sur Fox. Mais les interviews des victimes de Neymar ont stoppé net. Des familles racontant des histoires d'êtres chers qui sont morts d'insuline rationnée. Nous pensions que c'était de l'avidité, a dit un père en larmes. Nous ne savions pas qu'il essayait de tuer les pauvres. Le journaliste a continué. L'enquête montre que Julian Hawthorne ciblait spécifiquement les zones à faible revenu, croyant que l'éclaircissement du troupeau améliorerait la société. Ses propres mots, le juge Williams est entré, un événement sans précédent pour un juge en exercice. Nous établissons un tribunal spécial. Julian Hawthorne fera face à des accusations de crimes contre l'humanité. Droit international, protesta Cromwell faiblement. Le prélèvement d'organes est traversé les frontières. L'ONU est impliquée. Ils veulent que mademoiselle Adabio témoigne à la Haye. La Cour pénale internationale, demanda Zola. Votre père sera le premier dirigeant pharmaceutique jugé pour crimes contre l'humanité. La voix de l'agent Chen grésilla. On a trouvé une unité de stockage dans le Queens, pleine de trophées, des photos de victimes, des dossiers médicaux de décès par insuline, des centaines d'entre eux. Il était fier de leur mort, murmura Zola. Plus de correspondance avec des groupes de suprématie blanche. Il a financé leur campagne anti-immigration. Il appelait ça protéger le patrimoine génétique. Même Cromwell avait l'air malade. Je me retire. Ce n'est plus du droit, c'est le mal. Morgana est entrée menottée. Je veux témoigner. Tout. Chaque crime, chaque horreur. Je veux tout raconter. Pourquoi? Demanda Gabriel. Pendant 22 ans, j'ai pensé que je vivais un conte de fées. C'était une histoire d'horreur et j'étais complice. À l'écran, Julian était transporté au tribunal, passant devant des centaines de témoins silencieux tenant des photos d'êtres chers qui étaient morts en armes, de factures médicales qu'ils ne pouvaient pas payer. Pour la première fois, Julian Hawthorne avait l'air effrayé. J'ai une dernière preuve, dit Zola, sortant une clé USB. Chaque courriel, chaque document que Julian pensait détruit. Asher a tout copié pendant des années, depuis que j'avais 7 ans et que j'ai appris ce que la justice signifiait, expliqua Zola. Chaque nuit, maman rentrait à la maison avec des seins qui saignaient des produits chimiques de nettoyage pendant qu'il vivait dans le luxe construit sur l'argent de son père. C'est à ce moment-là que j'ai planifié cela. Alors que la pièce se vidait, Zola est resté, regardant les écrans. L'Empire était mort. Tu as fait tomber l'un des hommes les plus puissants d'Amérique, dit Gabriel. Il s'est fait tomber lui-même le jour où il a décidé qu'une fille était inutile. J'ai juste fait en sorte qu'il tombe là où tout le monde pouvait le voir. Un message d'Asher. Merci de m'avoir libéré. Moi aussi. Tu es la sœur que j'aurais dû avoir.
Morgana s'est approchée avec hésitation. Voudriez-vous envisager de conseiller ma fondation? Fissad l'a étudié. La rédemption n'est pas donnée, elle se gagne. Jour après jour, choix après choix. Cette nuit-là, dans la maison de ville de Fissad, la mère et la fille étaient assises avec des albums photos de triomphe, les remises de diplômes de Zola, sa cérémonie de prestation de serment. La meilleure vengeance, dit Fissad, versant du vin de palme, est qu'il est vivant pour le voir. Il sait que la fille inutile a fait tomber son empire. À la justice, dit Zola, à nous, corrigea Fissad, aux femmes qui ont refusé de se briser. Dans une prison fédérale, Julian était en isolement. Sur le mur, des mots gravés le hantaient. Même les inutiles peuvent être des guerriers. Les plateaux de la justice avaient finalement été équilibrés, tenus par la fille qu'il avait jetée, la fille qui était devenue tout ce qu'il craignait, tout ce qu'il ne serait jamais. Fin. Épilogue, 5 ans plus tard. L'Institut Adabio pour la santé mondiale avait fourni de l'insuline gratuite à plus d'1 million de patients dans le monde. La fondation juridique Fissad Adabio avait aidé 3000 femmes à échapper à des relations abusives avec un rétablissement financier complet. Zola Adabio était devenue la plus jeune procureure de district de l'histoire de New York avec un dossier de poursuite parfaite contre des prédateurs financiers. Julian Hawthorne était mort en prison seul, sans être pleuré. Son nom était un avertissement enseigné dans les écoles de droit sur la façon dont la justice, bien que parfois retardée, n'est jamais refusée. Et quelque part à Brooklyn, dans un petit cadre sur le bureau d'une femme d'affaires à succès, se trouvait une photo d'un hôpital d'il y a 27 ans, une mère tenant sa fille nouveau-née, toutes deux survivantes avant même que la bataille ne commence. Des guerrières avant que la guerre ne soit déclarée, victorieuses avant même que l'ennemi ne sache qu'il avait perdu.